En présentiel, chers internautes qui nous suivent de partout le monde entier, bonjour. Je suis Pasteur Emion Gidibi, présidente du réseau international des femmes d'influence, initiatrice de la conférence internationale des jeunes élites édition 2025. Je vous fais rapidement l'aperçu de ce que c'est que la conférence. Depuis 9 ans, nous avons une vision. Cette vision est la vision d'équilibre. Et cette vision d'équilibre émane d'un constat que nous avons fait dans le monde en général. Et ce constat n'est rien d'autre que la misogynie et le féminisme, les questions du genre. Une certaine partie des hommes, une certaine catégorie plutôt, j'allais dire, d'hommes, sont des misogynes qui marginalisent la femme, qui chosifient la femme. Et en réponse de ce traitement, un groupe de femmes s'est levé. On les appelle les féministes. Elles veulent se faire respecter. Elles veulent quand même trouver leur place. C'est ainsi que débute le combat entre les hommes et les femmes depuis plusieurs millénaires ou plusieurs décennies, si je peux le dire ainsi. Ça a été le cas jusqu'en 2017 où, réfléchissant sur la question, mon époux et moi, nous avons décidé d'apporter un autre courant qu'on appelle le courant de l'équilibre selon le référentiel divin. C'est de cela que le réseau international des femmes d'influence est né et nous avons mis les femmes devant. Pas pour dire que c'est un autre groupe de féministes qui réclament, qui exigent, qui combat, qui tiraille ou qui rentre en adversité. Mais des femmes d'influence parce que nous croyons que l'influence doit marcher aux côtés du pouvoir. Ainsi, nous tirons notre slogan qui résume notre identité, une femme d'influence marchant aux côtés d'un homme de pouvoir. Ce courant donc consiste à donner la main aux hommes et ensemble, ils marcheront dans la même direction, porteurs de la même vision, parce que nous estimons que les hommes sont un détail et une pièce du puzzle, les femmes aussi le sont. Et lorsque ces deux pièces seront agencées, ces deux pièces du puzzle seront agencées, le monde irait beaucoup mieux dans les relations professionnelles, spirituelles, matrimoniales et encore ailleurs. Donc dans le réseau, nous prenons ce courant avec le référentiel divin à travers le mémorandum du RIFI qui existe, que vous pouvez consulter sur notre site web. Ainsi, le RIFI est né. Le RIFI étant né, nous avons plusieurs portefeuilles. Et nos portefeuilles viennent de la vision que nous avons. Cette vision qui n'est rien d'autre qu'aider les femmes. Les aider à s'autonomiser dans la vie professionnelle. Ça fait partie des feuilles, de la semence, de la graine, de la vision que nous portons. Nous sommes dans le coaching. Nous sommes aussi dans un programme d'appui et de renforcement de capacités pour les candidats aux différents examens à travers le programme Les Marches de la réussite. Et qui consiste aussi à aider les jeunes étudiants dans leur réinsertion professionnelle et dans la vie en général. L'autonomisation de la jeunesse et l'orientation professionnelle. La formation entrepreneuriale sont autant de portefeuilles que nous avons. Parce que pour nous, ces feuilles qui représentent les actions que nous portons, que nous menons, représentent tout simplement nos forces. La branche de cette vision représente nos compétences. Et chaque racine représente notre expertise. C'est ainsi que le tronc porte la vision de base que nous avons. Et dans le réseau RIFI, nous ne sommes pas des femmes qui réclament. Nous ne sommes pas des femmes qui s'opposent. Et nous ne sommes pas non plus des femmes non intellectuelles qui supportent tout, qui acceptent tout. Mais nous acceptons simplement de rester dans notre couloir de vie selon que le divin créateur l'a désiré
pour nous. C'est donc de garder notre position de femme aux côtés des hommes. Parce que c'est nous qui éduquons. C'est nous qui éduquons les grands hommes de demain. Quand je vois dans les nations, on dit que les chefs d'État, les autorités, ça ne va pas, et que ce sont les femmes qui le disent, je dis, mais c'est nous qui les éduquons. Ça veut dire que nous les avons mal éduqués. Prenons nos responsabilités de femmes. Éduquons-les au berceau. Soignons des épouses influentes qui influencent les différents aspects de leur vie parce que nous croyons que le pouvoir ne peut pas influencer l'influence, mais l'influence peut influencer le pouvoir. Et ensemble, chacun dans son couloir, nous allons atteindre nos objectifs. Et dans le cadre de notre portefeuille ou de nos projets de marche de la réussite, d'orientation de la jeunesse et de son autonomisation, nous faisons la conférence internationale des jeunes élites qui rassemble plusieurs jeunes des 4 coins du Bénin et de la sous-région. Nous avons cette année, 9e édition, la participation du Togo, la participation de Parakou, la participation de Boïcon, de Porto Novo, de Révier, de Cotonou, de Calavi et d'autres villes encore qui se retrouvent à cette conférence pour des formations, des temps d'édification, de partage d'espérance, des talk shows. C'est donc dans ce cadre que ce matin, je reçois pour vous un homme. Et avant de vous présenter ou d'inviter cet homme à ce pupitre, je voudrais vous dire qu'il y a des parcours qui sont inspirants. Et d'autres sont motivants. D'autres encore sont déterminants. Mais lorsque vous avez la grâce de rencontrer un homme dont le parcours est l'ensemble de ces 3 choses, un parcours déterminant, motivant et inspirant, il faut profiter au maximum. C'est un entrepreneur. Il va se présenter certainement bien lui-même. C'est un entrepreneur. C'est un consultant. C'est un homme politique. Nous avons reçu hier un homme politique. Il a de l'expérience. Il est marié. Il est père. Et il va partager avec nous son expérience entrepreneuriale. Ce qui va nous motiver à partir du plus petit pour accéder à la sphère des grands. Je vous prie donc d'ovationner en présentiel, de vous captiver, de rester scotché à votre écran, chers internautes, de votre position de travail, d'où que vous êtes. Et nous allons recevoir sous vos ovations M. Gatien Adjagboni, 2e adjoint au maire de Cotonou. Micro. C'est bon. Merci. Mais si vous m'applaudissez comme ça, à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? Merci beaucoup pour l'accueil. Bon, on m'a demandé de venir échanger un peu avec vous ce matin et surtout partager mon parcours de vie. Je vais le faire. Je me présente Gatien Sedami Adjagboni. Je suis né évidemment à Cotonou. Je vais, avant de parler d'entreprise, je vais commencer un peu en arrière. Je suis issu de famille modeste, hein, comme vous tous, vous la plupart ici, je suppose. Mes 2 parents sont enseignants d'école primaire. Donc, c'est pas professeur d'université, quoi. Donc, parents modestes. Parents modestes. J'ai perdu mon père très tôt, avant 10 ans. 7 ans ou 8 ans je devais avoir. Ça fait 36 ans qu'il est parti aujourd'hui. J'ai perdu ma mère un peu plus tard. J'étais déjà majeur. J'étais en train de finir mes études à Paris.
Donc j'ai fait mon parcours, j'ai été à l'école ici, école primaire, secondaire. J'ai eu mon CEP au Bénin à Cotonou. Je n'ai pas un BPC, par contre j'ai un CAP. Parce que très tôt, je me suis orienté un peu pratico-pratique. J'ai voulu faire de la comptabilité. Je suis un passionné des chiffres. Donc je voulais être expert comptable. Ça me plaisait bien. Et donc très tôt, je me suis orienté dans ce sens-là. Je suis resté au collège, mais très, très rapidement, j'ai basculé vers le lycée technique. Et j'ai passé un CAP comptabilité et gestion que j'ai obtenu. Par contre, au niveau du bac, j'ai eu quelques difficultés. Je n'ai pas honte de vous le dire. J'ai été au bac la première fois, j'ai échoué. Donc je félicite ceux qui, parmi vous, éventuellement, ont un bac béninois. C'est un bac solide. Ou ceux qui vont l'avoir dans quelques années ou demain, vous pouvez être fiers, c'est un bac très solide. Moi, j'ai échoué au bac ici. J'ai été au bac la deuxième fois. J'ai échoué également la deuxième fois. Mais la deuxième fois m'a marqué un peu plus. Pourquoi? Parce que j'ai été déclaré admis. J'ai été déclaré admis. Et à l'époque, on appelait les noms à la radio. À l'époque, en mon temps, on appelait les noms à la radio. Ensuite, on affichait les noms. Donc ça, c'était la deuxième fois. Dans la deuxième fois, ça va. On m'a dit que je suis admis. Et on a appelé les noms à la radio, mon nom également. Et on a affiché les noms. J'ai été voir les noms. C'était au CEG Brigamin. Également affiché, et j'ai été convoqué à l'oral. Arrivé à l'oral, on m'a dit qu'il y a une erreur, que je n'ai pas été admis. Vous voyez, c'est ça. Pourtant, je suis ici devant vous aujourd'hui. Tout ça, c'est la vie. Parce qu'on m'a dit de partager l'expérience de vie, donc je partage ça. Donc je vous dis, je n'ai pas honte d'avoir échoué au bac 2 fois. Mais la deuxième fois, comme je vous dis, c'était un peu plus spécial. Voilà, donc ça a été un gros choc pour moi, puisqu'on me convoque à l'oral, j'arrive à l'oral, et on ne me laisse pas accéder aux salles pour passer l'oral. Et je demande qu'est-ce qui se passe, on appelle le responsable du centre, on me dit, bon, il y a une erreur, en fait, vous ne devez pas être déclaré admis, mais on vous a déclaré admis, vous ne pouvez pas accéder à l'oral, vous n'êtes pas admis. Vous rendez compte du choc que ça peut représenter psychologiquement? Bon, mais j'ai surmonté ça. J'ai surmonté ça. Je vous ai dit, j'ai perdu mon père très tôt. Ma mère était une brave dame combattante et battante. Ah oui, combattante et battante. Hein. Et donc, elle a dit, bon, là, tu ne vas plus aller au bac. Je vais t'envoyer à l'extérieur. Tu vas reprendre ton bac là-bas. Mais il faut savoir que, avant tout ça, au collège, j'aimais les chiffres, mais j'étais passionné de dessin. Je suis un grand dessinateur. C'est un talent que j'ai de façon innée et que j'ai beaucoup travaillé. Et donc, pour arrondir mes fins de mois, je travaillais, je dessinais. Je dessinais parce que ma mère était seule. On était 6 sur le Benjamin. Quand mon père est décédé, aucun d'entre nous n'avait le bac. J'ai 4 grandes sœurs. Aucune n'avait le bac. Aucune. Et donc, ma mère devait faire face, en fait, à tout ça. Gérer la scolarité de tout le monde, et puis c'était quand même une charge importante. Donc je devais me débrouiller un peu en dehors de ce que ma mère me donnait, et donc le dessin m'a beaucoup aidé. Et donc je me suis débrouillé, je me suis rapproché de la presse, donc de certains journaux qui aimaient beaucoup ce que je faisais, et puis je faisais des caricatures, et on me payait par semaine. Je crois à l'époque, par semaine, je devais m'en sortir avec 5 000 francs CFA. C'était beaucoup à l'époque, hein. C'était beaucoup, parce que sur le mois, ça me faisait 20 000 francs d'argent de poche, c'était beaucoup. Voilà. Donc, en plus de ce que ma mère me donnait, j'étais bien content. J'étais bien content. Donc, j'ai beaucoup dessiné. Et puis, voilà, j'aimais les chiffres, je dessinais. Et à cause du dessin, je dessinais tellement qu'à un moment donné, je ne m'occupais pas beaucoup des études. Je vous ai déjà échoué au bac. Bon. Et donc, ma mère m'a dit, mais écoute, tu dessines beaucoup, t'es brillant, c'est bien, mais si tu veux faire du dessin ton métier, il faudrait quand même que tu étudies. Il faudrait quand même que tu t'occupes en profondeur des autres thématiques de ta formation. Pour toucher mon cœur,
pour que je me prenne beaucoup plus au sérieux, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a dit, mais écoute, elle m'achetait beaucoup des bandes dessinées, Tintin, etc. Et elle me dit, bon, quand je dessine, je mets les bulles, je mets les tests. Et elle me dit, mais tu dessines très bien. Mais quand tu mets les tests là, si tu ne tu dis pas correctement, tu vas écrire avec des fautes ou qu'est-ce que tu fais? Ou bien tu vas faire les dessins et quelqu'un d'autre va venir écrire les tests. J'ai dit, mais non, comment je peux écrire les tests? Elle dit, justement, si tu veux écrire les tests, il faut que tu étudies correctement pour être autonome dans ce que tu fais, dans tes créations. Et là, vous comprenez, ça m'a interpellé. Donc je me suis beaucoup plus voilà, pris au sérieux et voilà, tout s'est bien passé. Et puis j'ai postulé auprès d'une école en France qui formait des dessinateurs. Cette école s'appelait les Gobelins. L'école existe toujours, hein, c'est une célèbre école qui forme les dessinateurs. Et donc j'ai fait des tests. L'école recrute très peu de... Enfin, accepte très peu de personnes. Ils ont des quotas qu'ils affectent par pays. Et donc, moi, j'ai postulé, j'ai fait des tests, j'ai été sélectionné, j'ai été retenu par les Gobelins pour Paris. Mais il fallait avoir forcément le bac pour accéder aux Gobelins. Et j'ai été au bac, donc là, je vous ai déjà expliqué cette phase-là. Donc, j'ai échoué dans ces conditions. Et ma mère m'a dit, bon, avec cette expérience que tu as, je préfère que tu ne repartes plus au bac ici. Et déclarer admis, déclarer échoué, ça fait beaucoup. On va t'envoyer en France et tu vas reprendre le bac là-bas. Et donc ma mère a appelé ma sœur, puisque j'ai 4 grandes sœurs, et donc il y a une de mes sœurs qui était déjà là-bas, qui a été envoyée pour ses études là-bas. Donc ma mère a appelé ma sœur, elles ont fait des diligences. J'ai été inscrit dans une école à Paris, dans le 18e, un lycée sous contrat, pour reprendre mon bac. Donc, mon profil a été accepté et je suis parti à Paris. J'ai repris mon bac à Paris, j'ai eu mon bac sans problème. Voilà, j'ai eu mon bac sans problème à Paris. Et après ça, maintenant, il fallait refaire un choix. Il fallait soit repartir au Gobelin pour rester dans le profil formation dessin, donc dessinateur. Et j'avais l'ambition d'être un dessinateur option storyboarder. Les storyboarders, c'est ceux qui sont spécialistes de création de dessins animés. C'est ce que je voulais faire à la base. Mais une fois à Paris, et comme j'ai repris mon bac, j'ai eu mon bac là-bas, j'ai été confronté à plusieurs opportunités. Donc j'ai commencé par réfléchir. Si je maintiens ma posture de départ et de devenir dessinateur, storyboarder, quand je réfléchis, je me dis, j'aurais du mal à revenir en Afrique. Parce que le métier de storyboarder est un métier, c'est vrai, il y a beaucoup d'ouverture. Hein. Je pouvais aller travailler à Disney aux États-Unis, j'avais beaucoup d'ouverture, mais je suis un fan de l'Afrique. Moi, je suis amoureux du continent, j'aime beaucoup l'Afrique, moi. Donc, tout ce que je vais faire comme métier qui va m'isoler de l'Afrique et du Bénin, ça me pose un peu un problème. Vous voyez, donc la vie, c'est des choix. La vie, nous avons beaucoup d'opportunités, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Quels que soient les conseils qu'on peut vous donner, quelles que soient les recommandations qu'on va vous donner, vous devez faire des choix. Malgré que je suis super dessinateur, je pouvais faire ça. J'ai dit non, si je fais ça, c'est foutu. Je ne peux plus revenir ici, je vais galérer, je n'aurai pas vraiment des opportunités. Les seules possibilités que je pouvais entrevoir en optant pour ça, c'est peut-être l'Afrique du Sud, qui était assez avancée, qui avait des connexions avec des industries de cinéma, de dessins animés, etc. Kirikou, voilà. Donc, on pouvait envoyer des gens sur certains tournages, aller s'inspirer de ce qui se passe ici et là. Et souvent, l'Afrique du Sud était citée, mais pas le Bénin. Bon. Donc, je me dis, bon, si je fais ça, le Bénin, ça va être... voilà. Donc, je dis non, je ne fais pas ça. Et j'avais la possibilité de faire architecture aussi. Voilà. Architecture, je pouvais. Bon. Mais j'ai réfléchi, je pouvais faire architecture, je pouvais faire droit, j'avais envie d'être avocat, j'avais envie de faire beaucoup de choses. Hein. Je pouvais, à un moment donné, je me suis dit non, je vais faire une formation au niveau de la douane, comme ça si je rentre au pays, je peux rentrer dans la douane. Et j'ai appelé un oncle à moi, qui était directeur de cabinet du ministre des Finances de l'époque, le ministre ABT. Mon oncle était son directeur de cabinet sous le régime Kérékou II. Et il m'a dit, oui, je peux faire une formation en douane, mais
la loi, enfin, où la réglementation avait évolué un peu au Bénin. Et donc, si je faisais la formation là-bas, à mon retour, je ne pouvais pas être inséré ici au grade que je voulais. Moi, je voulais faire une formation là-bas et rentrer ici et être patron. Il m'a dit, oui, mais si tu rentres, tu ne pourras pas être patron parce qu'il faudra reprendre la formation, enfin un minimum de formation sur place, parce que ce n'était plus accepté comme ça de venir d'ailleurs et d'être inséré directement. Bon, donc je me suis renseigné, puisqu'il était bien positionné, l'inspecteur des finances, et il était directeur de cabinet au ministère des Finances, il pouvait me dire de quoi ça retourne, puisque le ministre des Finances est le patron un peu de la douane. Et donc quand il m'a dit ça, ça m'a découragé. J'ai dit, bon, ok, je ne ferai plus douane alors. Et puis je regarde un peu, j'ai eu un bac STT-ACC, qui veut dire Sciences et Technologies tertiaires, option Action et Communication Commerciale. Donc l'équivalent du bac G3 ici, STT-ACC. Donc j'avais une prédisposition évidemment pour tout ce qui est commerce, marketing, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Je me suis dit, bon, ok, je vais me perfectionner dedans, parce que j'aimais ça aussi. Voilà, donc je vais plutôt rester dans cette dynamique pour laquelle j'ai opté, puisque CAP comptabilité et gestion, je pouvais faire un bac G2, ou l'équivalent d'un bac G2, mais là aussi, j'ai décidé de m'orienter vers le commerce, le marketing, parce que finalement, expert comptable que j'avais envie de faire, je me suis dit, bon, un expert comptable, son mode opératoire journalier ne me plaît pas. C'est des gens qui sont au bureau à 7 h, ils quittent le bureau à 23 h. Bon, parfois, ils dorment au bureau parce qu'il faut sortir les chiffres et tout ça. Donc, j'aime les chiffres, mais pas pour rester au bureau H24. J'ai besoin de bouger. Donc, là aussi, vous voyez, ça renvoie au choix. Vous devez faire des choix. On peut vous faire des recommandations, mais à un moment donné, vous regardez les options sur la table et vous décidez pour vous-même. Parce que quand vous décidez, vous devez assumer ce que vous choisissez. Et donc, j'ai décidé de basculer sur le marketing. Et finalement, en regardant toutes les options qui m'offraient à moi, j'ai dit, bon, je vais rester je vais approfondir mon marketing tranquillement. Et puis, voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fini ingénieur en marketing et stratégie. Et aujourd'hui, j'ai fait carrière avec ça. Et je ne regrette aucunement cette option-là, puisque c'est vrai que cela m'a permis d'avoir plusieurs options. J'avais la possibilité de devenir acheteur. Le métier d'acheteur, c'est un métier qui prospère plus en Europe, où vous achetez pour des hypermarchés, pour des supermarchés dans le monde, en Chine, un peu partout aux États-Unis, vous achetez partout en Afrique pour des grandes enseignes. Et si je n'ai pas opté pour ça, en fait, j'avais une faiblesse. Pour être un bon acheteur et faire carrière là-dedans, il faut parler plusieurs langues. Le français et l'anglais est un basique, ce n'est même plus comptabilisé. Il faut parler français, anglais, évidemment, mais il faut parler mandarin, il faut parler chinois, il faut parler espagnol. Il faut parler au moins 6 langues pour être vraiment un acheteur, pour faire carrière, être bien rémunéré. L'acheteur peut se retrouver à des salaires mirobolants très facilement s'il se retrouve sur des options intéressantes, quoi. Et donc, comme je ne suis pas très fort dans les langues, j'ai préféré laisser acheteur de rester dans le marketing sur l'option français-anglais et de performer. Donc, j'ai fini ma formation et j'ai été récupéré par une multinationale sur le Bénin, puisque je vous ai dit, le marketing me donnait aussi la possibilité de revenir sur le marché africain, ce dont j'ai toujours rêvé. Et moi, je n'ai pas fait carrière professionnelle en France, c'est-à-dire après mes études, je jobais comme tous les étudiants à côté, mais dès que j'ai fini, tout de suite, je suis rentré. Et j'ai eu des opportunités, j'ai eu 3 possibilités. J'ai eu la possibilité de travailler avec Orix, qui était encore installé au Bénin à l'époque, qui m'a fait une offre d'emploi. J'ai prospecté, j'ai cherché du boulot, j'ai été retenu dans le process. À la fin, le directeur commercial de Orix à l'époque m'a reçu et c'était pour un poste de commercial. Mais quand il me reçoit à l'entretien, à la fin de l'entretien, il me dit que j'ai un niveau qui dépasse le niveau d'un commercial simple et que j'ai un niveau de directeur commercial, alors que je postulais pour un poste de commercial. Et il m'a dit, bon, lui, il est directeur commercial sur le Bénin, donc voilà, mais il dit que j'ai un niveau de directeur commercial. Et il me propose de prendre le poste de directeur commercial sur le Burkina, à l'époque. Mais je venais de rentrer au Bénin à peine de Paris, donc repartir, quitter le Bénin à nouveau, commencer à aller au Burkina sans faire aucune expérience sur le Bénin, ça ne me plaisait pas beaucoup.
Voyez. Donc ça aussi, c'est des choix, c'est des options, voyez-vous. Parce que moi, j'ai une façon de fonctionner. Quand j'accepte quelque chose, je le fais à fond. Je n'accepte pas un peu. Si je vais au Burkina, c'est que je vais travailler à fond, je vais m'y plaire dans la tête. Et tout part de la tête. Donc comme je n'étais pas confortable pour quitter tout de suite le Bénin alors que je venais d'arriver, j'ai décliné l'offre. Mais jamais sans arrogance. Hein. Je dis jamais non violemment. Enfin, j'explique que voilà, je dis bon, j'ai pas envie de repartir tout de suite, mais bon, on va rester en contact. Je vais réfléchir. Si je change d'avis, si ça m'intéresse, je reviens vers vous. Et j'ai une opportunité aussi pour travailler dans les JSM avec aujourd'hui Move. Avant c'était pas Move. Le nom Etisalat, Télécel, voilà, Télécel. Où ils m'ont reçu en assessment, ils m'ont écouté et on m'a dit que je devais travailler au service commercial, évidemment, puisque c'était mon secteur, et que je devais travailler directement avec la directrice commerciale de l'époque, dont je tais le nom. Donc j'ai été reçu par elle aussi. Bon, je suis parti, je n'ai pas donné suite. Ils étaient prêts, je crois, le directeur que j'ai reçu à l'époque, il y avait un Béninois qui était patron d'un autre département. Il n'était pas patron du marketing et du service commercial, mais il a insisté. Il m'a rappelé pour dire on m'a reçu, qu'est-ce que je décide. On me proposait un salaire de 300 000 pour démarrer. Je vous parle d'il y a 20 ans. Hein. Je vous parle d'il y a 20 ans. Oris me proposait de démarrer au Burkina avec un salaire d'à peu près 1 million. Et j'ai dit non, parce que c'était en expat. Et sur Télécel, on me proposait de démarrer avec 300 000 sur le Bénin. J'ai dit non, pas à cause du salaire par contre. Parce que 300 000, il y a 20 ans, c'était pas mauvais. J'ai dit non parce que je n'avais pas envie de travailler avec l'équipe commerciale telle que je l'avais vue à l'époque. Voyez-vous. Et ça aussi, vous devez tirer leçon de ça. C'est-à-dire que même quand vous cherchez du travail, il faut aller quelque part où vous pouvez être épanoui, où vous estimez que vous serez à l'aise. Moi, je fonctionne aussi par intuition. Je suis mon intuition. Vous savez, Dieu ne descend plus comme au temps de Moïse pour vous parler directement. Voilà, je fonctionne beaucoup par intuition. Et quand mon intuition me dit, bon, j'hésite un peu, je laisse tomber. Mais je me bats toujours pour attraper une autre branche. Voilà. Et dans le même temps, il y a une autre multinationale aussi costaud, hein, British American Tobacco, qui recherchait un commercial pour renforcer son département commercial. Il y avait déjà 9 personnes dans le département, il cherchait une 10e personne, et j'ai fait un assessment aussi, il y avait 14 personnes à l'époque, et on voulait une seule personne. Donc j'ai fait le process jusqu'à la fin, et on m'a retenu aussi là, comme dans les autres entreprises aussi, où on m'a retenu que j'ai gentiment décliné, mais par contre sur British, j'ai accepté. J'ai accepté pourquoi? On m'a proposé là un salaire de 200 000 pour démarrer. 200 000, j'ai accepté. Donc c'est pour dire que ce n'était pas une affaire de salaire. Voyez-vous, ce n'était pas une affaire de salaire. C'est-à-dire que l'argent, on travaille, on se bat pour rechercher de l'argent, mais l'argent n'est pas le premier déterminant. Le premier déterminant, c'est d'autres paramètres. La différence entre les autres process de recrutement et British, c'est que j'ai vu au niveau du British que dans le process, dans l'interview, il y avait 4 personnes. Je n'avais jamais vu ça ailleurs. 4 personnes pour discuter avec nous individuellement. Il y avait le directeur des ressources humaines qui aujourd'hui est le directeur du cabinet de Talent Plus Conseil, Alfred Biaou. Il était directeur des ressources humaines de BAT à l'époque. Il y avait un directeur marketing local. Il y avait un directeur des marques qui était un Ghanéen, qui était venu du Ghana pour l'assessment. Et puis avec quelqu'un d'autre qui était venu, je crois, du Cameroun. Ils étaient 4. Pour moi, je me suis dit, waouh, 4 différentes personnes, même des gens qui ont voyagé pour un recrutement, ça fait très sérieux. Voyez-vous? Donc ça me renvoie à une autre image. Et je me dis, bon, là, ça peut être intéressant parce que si je me bats un peu ici, je peux faire une carrière peut-être intéressante. Il y a peut-être une marge. C'est un peu sérieux. Des gens viennent, voyagent comme ça, juste pour un petit recrutement d'un poste de commercial. Je pense qu'il y a de quoi faire ici. Et puis j'ai fouillé aussi un peu. Ça ne veut pas dire que les autres entreprises sont moins importantes, pas du tout.
pas du tout. Mais je me suis senti un peu plus confortable là. Je me suis dit, bon, je vais me battre ici et je vais voir ce que ça va donner. Et j'ai été recruté. Je ne me suis pas trompé. Parce que j'ai démarré, on m'a confié la responsabilité du département Zoukoline, donc j'étais responsable de zone Zoukoline, donc basé à Boïcon. Et j'ai accepté, donc j'ai quitté Cotonou, on m'a basé à Boïcon. J'ai commencé par travailler là-bas. Normalement, quand on prend un département comme ça dans cette multinationale, il faut faire une année ou 2 ans, prouver dans la zone, et ensuite on peut être muté dans un autre département, peut-être le Nord, etc. Et Cotonou, en fait, on revient sur Cotonou après avoir vraiment prouvé dans ces départements-là. Donc il faut faire quelques années à l'intérieur. Moi, j'ai fait moins d'1 an. J'ai fait moins d'1 an. Parce que les performances ont été vraiment améliorées là-bas. Donc on m'a rappelé, on m'a détaché sur Cotonou en urgence pour venir régler des problèmes commerciaux, des problèmes de marketing sur Cotonou. Donc j'ai été muté sur Cotonou. Voilà, donc j'ai fait une année à Cotonou. Donc globalement une année dans Zoukoline, une année à Cotonou. Et après ces 2 ans, j'ai été identifié comme ayant un profil un peu exceptionnel. J'ai été formé par cette multinationale. Ils ont beaucoup investi sur moi pour me permettre d'arriver à un certain niveau de maturité dans la compréhension du business. Et après 2 ans, j'ai été promu directeur marketing et distribution sur le Bénin, poste que j'ai occupé pendant quasiment 4 ans et demi. Et ensuite, j'ai été promu directeur pays de cette multinationale pendant 5 ans. Donc, j'ai travaillé globalement 12 ans. Et quand j'étais en train de finir, j'ai démissionné en 2012. Quand j'étais en train de finir, mon salaire était autour de 4 millions le mois. C'est-à-dire que 2 millions de frais de fonctionnement et 2 millions de salaire et 2 millions de frais de fonctionnement. Donc, globalement, 4 millions. J'ai démarré à 2 millions. Et j'ai atteint ça très rapidement. Ce n'est pas à la fin des 12 ans que j'ai atteint ça. J'ai atteint ça, disons, à peu près après 5 ans. Sans compter les avantages. Assurance maladie 100%, véhicule de fonction, gardien à la maison, carburant prise en charge, réparation véhicule, voyage en business. Voilà, hôtel 4 étoiles, 5 étoiles. C'est pour dire que, vous voyez, si le critère avait été l'argent au départ, j'allais prendre la proposition d'Orix sur le Burkina. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas une brillante carrière, mais bon, voilà. C'est pour dire que le choix, ce n'est pas que l'argent, c'est beaucoup d'autres paramètres. Donc voilà, en fait, pour le parcours, donc j'ai travaillé, mais entre-temps, elle a dit, je suis chef d'entreprise. Oui, parce que j'ai démissionné en 2012, mais en 2007 déjà, j'avais créé ma première entreprise formelle de consultation. Parce que, comment je suis devenu consultant? Parce que beaucoup d'entreprises venaient tenter de me débaucher de là où j'étais. Beaucoup. Je ne vais pas me mettre à citer les noms, mais beaucoup. Notamment les brasseries, les GSM et même les banques venaient me faire des offres pour me retirer de là où j'étais et me faisaient de meilleures offres financières. Hein. Ce n'était pas de petits salaires. Mais j'ai toujours dit non. Je dois beaucoup à cette multinationale qui m'a beaucoup appris. Donc j'ai préféré rester là. Mais tous ceux qui venaient me chercher pour me débaucher avaient un problème à régler, avaient un problème marketing, un problème de stratégie marketing à régler dans leur entreprise. Et ils ont entendu parler de mes performances et ils venaient négocier pour que je vienne chez eux. Et je demandais, mais vous avez quel problème exactement en termes de stratégie marketing? Et ils me disent, bon, on a telle difficulté. J'ai dit, bah, je peux vous régler ça sans être employé en interne. C'est comme ça que la consultation a commencé. Donc la consultation est venue vers moi tout seul, à la limite, quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé ma première consultation. C'était avec John Walden Vlisco, ceux qui font Vlisco et Woodin. Le DG m'a donné la possibilité de conduire une mission qui a été une mission de succès. Ils étaient satisfaits et contents de ma prestation. Le DG de John Walden m'a recommandé au DG de Diamond Bank à l'époque, qui est devenu maintenant NCA, avec qui j'ai signé. Et ensuite, ce DG de NCA m'a recommandé au DG de la BOA, avec qui j'ai signé. Et puis, j'ai intégré les banques comme ça. Vous voyez? Et puis après, BGFI est venu tout seul, sans prospection aussi. Et je suis rentré dans les brasseries. Et j'ai commencé par travailler pour les brasseries. Sobebra, Bébé Lomé, Brakina, Ouagadougou, etc. Donc, c'est comme ça que la consultation est arrivée. Et ça, j'ai démarré ça depuis 2007. Et comme j'ai gagné un peu d'argent, et comme je viens de loin, d'une famille modeste, je me suis dit, bon, il faut peut-être, il faut faire les choses différemment.
C'est-à-dire, je ne voulais pas qu'on m'identifie comme celui-là qui avait peut-être un peu de ressources et qui, qu'on voyait dans les restaurants, les maquis tous les soirs, a flambé un peu dans les billets, dans le champagne. Et on va dire, tiens, il a beaucoup de ressources. Mais peut-être après 20 ans, on va me voir passer, on va dire, ah, voilà le monsieur là. Avant, il avait de l'argent. Avant, il était comme ça, on dit, ah, ce monsieur là, vraiment, avant, il était solide. Hein. Je ne voulais pas qu'on m'identifie comme avant. Et donc, ça ne m'intéressait pas beaucoup de flamber de l'argent les soirs avec des bouteilles de champagne, du whisky. Ça ne m'intéressait pas. Je me suis dit, bon, l'argent que j'étais en train de gagner, comment est-ce que j'oriente cette ressource-là pour que ça se passe bien? Et donc, il fallait investir dans une autre activité qui n'était pas une activité de consultation. Donc, la consultation étant mon activité principale via l'entreprise que j'avais mis en place, Tinci, notamment le cabinet Tinci en 2007. Je me suis dit, bon, il faut investir. Et j'ai commencé par observer un peu. Et j'ai vu que, comme je suis dans la distribution et dans le marketing, j'ai contacté mes anciens camarades de classe à Paris. Certains étaient tunisiens, certains étaient marocains. Et ils nous rabattaient les oreilles souvent pour nous dire, ah, tiens, moi, chez moi au Maroc, on fait des pâtes alimentaires. En Tunisie, on fait ça, on fait ça. Donc, j'ai contacté mes camarades pour dire, mais écoute, moi, je suis dans la distribution aujourd'hui, dans le marketing de la distribution. Ça m'intéresse de représenter une marque. Ça m'intéresse de représenter une marque, notamment dans les pâtes alimentaires, pour pouvoir les distribuer dans les marchés populaires ici, dans Tokpa, marché Bégamin, marché Saint-Rita, etc. Et donc, ils m'ont envoyé des échantillons de pâtes. Et je me suis rapproché des commerçantes avec qui je travaillais beaucoup, puisque avec British American Tobacco, on était très proche des commerçants sur l'ensemble du territoire national. Et donc, j'ai remis des échantillons de pâtes alimentaires pour qu'ils me disent si ça peut fonctionner ou pas. Et puis, j'ai eu de bons retours. Et comme je suis un spécialiste du marketing et de l'analyse stratégique aussi, j'ai voulu m'intéresser à ceux qui transforment ces pâtes alimentaires-là, notamment ce qu'on appelle chez nous les fast-food populaires, les cafétérias populaires, l'équivalent du McDo en Europe, McDo avec qui j'ai bossé aussi. Je me suis intéressé aux cafétérias populaires et j'ai envoyé des échantillons de pâtes pour qu'ils me disent si ça peut fonctionner, s'ils peuvent acheter déjà surtout. Et j'ai eu de bons retours au niveau des cafétérias populaires qui peuvent acheter et que ça les intéresse. Mais moi, je fais des études stratégiques dans mon cabinet depuis 2007. Et donc, j'ai fait un petit sondage avec un petit questionnaire avec des étudiants que j'ai mandatés pour. Et dans l'analyse des données que j'ai reçues, au niveau des questions autres, il est revenu que les propriétaires de cafétéria étaient en train de dire qu'ils avaient une préoccupation parce qu'on leur a demandé le business se passe comment. Au niveau des questions ouvertes, ils ont dit qu'ils étaient souvent en rupture de pain. Et ça, c'est venu à hauteur de plus de 50%. Ils étaient souvent en rupture de pain. Et je n'ai pas compris ça. Parce qu'après 50%, ça veut dire qu'il y a un problème criard. Je dis, mais il y a des boulangeries partout. Comment ils peuvent être en rupture de pain? Je ne comprenais pas. Donc le soir, je me suis amusé à aller m'asseoir un peu dans quelques cafettes, discuter avec les propriétaires pour dire, mais il y a des boulangeries partout. Je ne comprends pas, vous dites, vous êtes en rupture de pain. Je vois des émigrants venir livrer du pain. Ils disent, oui, c'est eux qui envoient les émigrants acheter du pain, mais en réalité, ils n'ont pas le pain au bon moment. Ils n'ont pas le pain au bon moment. Eux, ils vendent tout à base de pain. Spaghetti pain, omelette pain, café pain. Donc, quand il n'y a pas du pain, les clients sont mécontents et parfois même n'achètent pas. Ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, ah, il y a une opportunité ici. J'ai laissé les pâtes alimentaires et j'ai réfléchi pour investir dans la boulangerie, dans ma première boulangerie. C'est comme ça que j'ai investi en 2009 dans la première boulangerie où j'ai investi à peu près 200 millions quand même pour faire une boulangerie correcte qui sort un peu de l'ordinaire et de la façon de travailler habituellement. Je me suis intéressé, j'ai commencé par observer le business de la boulangerie pour voir comment ça opère, comment les acteurs opèrent. Et j'ai déjà vu un peu les difficultés qu'il y avait sur le prix, sur les problèmes de pain de qualité, etc. Moi, je suis arrivé, je n'avais pas une boulangerie qui avait pignon sur rue. Quand je dis pignon sur rue, ma boulangerie n'était pas au bord d'un grand boulevard. J'étais dans une rue. Donc là où il y avait mon business de départ, dans la rue, à Bégamin, j'ai installé la boulangerie dans la rue. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéressait pas d'être sur un boulevard, puisque j'étais en train d'identifier les professionnels. Les propriétaires qui font de la nourriture, ce sont des professionnels. Donc au départ, les personnes physiques comme vous et moi, là, qui peuvent venir acheter une baguette, 2 baguettes, ne m'intéressaient pas beaucoup. Je me suis intéressé aux professionnels, que j'ai recensés. J'avais recensé plus de 600 cafétérias à Cotonou et périphérie. Quand on dit Cotonou, périphérie, je parle de Cotonou, c'est mes Podi Calavi.
plus de 600 cafétérias qui sont demandeurs de pain et de baguettes de qualité. Donc j'ai ciblé ça. J'ai ciblé les femmes qui font des sandwichs devant les ministères, à Ganry, ministère des Affaires étrangères, ministère Bord, tout ça. J'ai identifié tout ça, recensé un minimum. Et j'ai commencé l'activité de la boulangerie sur cette base-là. Ça veut dire que j'avais déjà identifié les clients avant d'investir. Je ne sais pas si vous me suivez. Les clients, le potentiel était déjà identifié et j'ai investi et j'ai prospecté, échangé avec les femmes, avec les propriétaires de cafétéria sur leurs besoins. Et quand j'ai commencé la production, c'est eux que j'ai invités pour visiter les lieux, prendre des échantillons de pain et j'ai démarré la distribution sur cette base-là. Donc ça a été une boulangerie un peu qui est née avec de petites dents parce que la production, la sortie de produits était déjà quasiment garantie, presque à 40%. Donc le premier jour de production, on a eu des ventes immédiatement. On a commencé par vendre immédiatement. Et j'ai acheté des motos pour s'occuper de la livraison. Donc j'ai recruté les gens avec des motos personnelles de la société et on livrait directement les professionnels comme ça. Pour les professionnels d'un niveau plus élevé, notamment les restaurants, ils ont été également identifiés en amont. Donc tout ce qui a comme restaurant dans la Vive, Livingstone, Festival des Glaces, Teranga, etc. On a reçu Brasserie de l'Europe, on a identifié tout ça en amont. Et là, j'ai acheté un véhicule par contre parce qu'en termes d'image, il faut soigner l'image. Donc il y a un véhicule qui gère les professionnels de la restauration d'un niveau plus élevé. Donc j'ai pris des vannes neufs, brandés aux couleurs de la boulangerie et qui livraient le pain justement aux professionnels de la restauration d'un niveau premium. Voilà comment je suis entré dans la boulangerie et ça se passait très bien. La première année, on a fait même des bénéfices. Hein. On a fait des bénéfices la première année. En termes de bénéfices, c'était assez sobre. Mais de façon bénéfice net, on était à plus de 10 millions. 10 millions, plus de 10 millions pour bénéfice net. En vendant du pain à 125 et à 150. Encore que la première année, je n'ai pas vendu du pain à 150. Parce que le prix de 150 est le prix indiqué par l'État, par l'arrêté 2008, 125 et 150 homologués. Mais j'ai remarqué que sur le terrain, les acteurs n'appliquaient pas, ne respectaient pas ce prix-là. Ils vendaient le pain à 100 francs, à 125 maximum. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Quand vous venez sur un marché, quand les gens marchent sur la tête, même si vous n'êtes pas appelé à marcher sur la tête, imitez-les un peu d'abord. Parce que si vous venez en disant, moi, mon produit est plus bon que le vôtre, vous aurez du mal à sortir les consommateurs de leur zone de confort. Donc, j'ai marché sur la tête en faisant le pain à 125, mais en faisant un pain qui vaut réellement 150, mais en le faisant à 125. Et j'ai pénétré le marché avec ça en faisant une qualité meilleure. Mais à la fin de la première année, je suis passé à 150. Mais pour passer à 150, je me suis rapproché des femmes qui font les sandwichs. J'ai investi les bénéfices que nous avons obtenus. J'ai pris ce bénéfice-là et j'ai acheté des postes radio au Nigeria. J'ai acheté des postes radio au Nigeria. J'ai commandé des parasols pour protéger les femmes qui font des sandwichs au bord des voies, là, des parasols pour les protéger du soleil. Et maintenant, j'ai été les voir moi-même, que ce soit les femmes qui vendent à l'intérieur du CEG Notre-Dame qu'on livrait, du CEG au pied qu'on livrait, hein, les femmes qui étaient vers le ministère des Affaires étrangères qu'on livrait. J'ai été les voir et puis je leur ai dit, écoutez, ça fait 1 an, vous êtes satisfait du pain? Oui, on est satisfait du pain. On vous le livre à combien? 125, d'accord. Pour les femmes, pour les grossistes, on livrait à 100 francs. Pour les clients ordinaires, on faisait 125. J'ai dit, bon, on va changer de prix. On va passer à 125 pour les grossistes et à 150 pour le consommateur ordinaire. Donc, quitter 100 francs pour 125, vous comprenez, ça fait un choc pour la dame. Mais derrière ça, je lui offre un poste radio et je lui offre son parasol pour la préparer psychologiquement au choc qui arrive. Donc, ça atténue son choc. Elle est contente, mais elle accepte en même temps l'information de l'augmentation qui arrive. Mais même en faisant ça, ça ne veut pas dire qu'on aura 0 perte de clients. Il y aura des pertes de clients. Mais on a fait un effort pour tenir le choc et maintenir les clients pour que tous les clients ne partent pas au même moment. Mais dans la foulée, on a commencé par faire du pain pour une cible
plus médium. C'est-à-dire on était sur le low cost, on passe à médium et on passe au premium. On a renforcé le premium. Donc tout ce qui est restaurant important, restaurant haut de gamme, Livingstone, machin, où les gens vont s'asseoir pour manger pour 20 000 francs, 40 000 francs, on a renforcé la prospection là, parce que là-bas, on arrivait à livrer des bouts de pain à 150, 200, des petits bouts de pain comme ça, à 150, 200. On a prospecté le Novotel et Ibis qu'on a gagné. Donc on a commencé par livrer Novotel et Ibis, pour qui on livrait des petits bouts de baguettes comme ça, à 200, à 150, alors que la baguette est à 150. On a prospecté l'aéroport. On a commencé par livrer Air France. Tous les avions au départ du Bénin, on a commencé par les livrer. Et on livrait des petits bouts de pain à 150, 200. Et donc, quand on récupère les gros comptes comme ça, et qu'on commence par les livrer, la perte, on est en train d'anticiper la perte de clients au niveau segment traditionnel. Et dès qu'on a augmenté les prix, évidemment, on a perdu 50% des clients traditionnels. 50% sont restés parce que, bon, ils ont aimé la démarche de l'information, ils ont aimé la démarche du petit geste de la petite radio. On a offert des petites gouttes aussi pour garder du thé chaud et tout ça, et les parasols. Donc 50% sont restés, 50% sont partis. Et on a compensé la perte des 50% avec les clients premium. Donc on n'avait pas une perte en fait de chiffre d'affaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que 6 mois après, les 50% qui sont partis, à cause de l'augmentation, 40% sont revenus. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les boulangeries vers qui se sont rabattues, ces boulangeries n'arrivaient pas à tenir le niveau de service client qu'on avait. Parce que nous, vous savez, toutes les femmes là, on livrait 300 femmes tous les jours de 5h du matin à 15h. Mais à partir de 5h du matin, on livrait les femmes sur site. Quand on dit sur site, c'est-à-dire la femme, elle fait des sandwichs peut-être devant le ministère des Affaires étrangères, mais elle commence à préparer les encas, elle commence à préparer l'avocat, elle commence à préparer son dia, elle commence à préparer ça à la maison à 5h du matin. Nous, on livre le premier pain, le premier lot de pain à la maison chez la dame. Ça veut dire qu'on est parti connaître la maison des 300 femmes là. Et les premiers livreurs qui sont à moto vont livrer la première commande à la maison pour lui permettre de démarrer son business tôt le matin sans manquer de pain. Et le petit détail qui est important, qui n'est pas perceptible tout de suite, c'est pour dire que quand vous voulez vous engager dans une activité, il faut comprendre l'activité à fond. Dès que vous êtes formé, vous pouvez le faire. Moi, je ne suis pas boulanger, hein, ce n'est pas mon métier. Mais une fois que j'ai une formation de base et que je veux investir dans une activité, ma formation de base suffit pour comprendre l'activité parce que mes parents m'ont formé, j'ai été éduqué. Je suis juriste, je suis logisticien, je suis ce que je veux. C'est une formation. Il n'y a pas de petite formation. On est tous éduqués ici. Donc, je me suis intéressé pour comprendre le business des femmes. Et j'ai vu que si la commerçante doit en fait utiliser 300 pains dans la journée pour vendre ses sandwichs, ou 400 ou 200, elle ne veut pas prendre les 200 et les 300 en même temps. Parce que si vous lui livrez 200 pains en même temps à 5h du matin, la fraîcheur du pain va baisser à midi. À 14h, le pain de 5h n'aura pas la même fraîcheur que le pain de midi. On est d'accord. Et donc, moi, j'ai mis toutes ces femmes-là en réseau corporate. Ce qu'on appelle le réseau corporate, c'est qu'on a demandé aux femmes d'avoir une SIM de tel opérateur GSM. Et moi, à l'époque, c'était avec MTN. Et j'ai demandé à toutes les femmes d'avoir une SIM MTN. Et moi, j'ai été négocié avec la direction de MTN pour dire, écoutez, je sais que vous n'avez pas besoin de moi, vous avez votre activité, mais moi, je viens avec un réseau de 300 femmes que moi, je livre. J'ai besoin que ces femmes m'appellent sans payer un centime, sans payer un franc. Moi, je vais payer à la place des femmes. Donc, il y avait un forfait déjà de corporate. À l'époque, c'était pas aussi moins cher qu'aujourd'hui. Le corporate était autour de 3 000 par numéro, voire 5 000 par numéro. Je ne sais plus. 5 000, 3 000. J'ai négocié, j'ai eu un montant, je crois, par numéro autour de 2 500 ou 3 000, je ne sais plus. J'ai eu un truc comme ça et que la société payait. Et donc, ça veut dire que la commerçante peut m'appeler 20 fois, 50 fois dans la journée, elle paye 0 francs. Moi, ma structure, ma boulangerie s'engage sous contrat à payer ça tous les mois à MTN. Et l'avantage, c'est que quand je livre la première commande à la femme de 40 baguettes ou de 25 ou de 50 baguettes, quand elle commence à faire ses sandwichs et qu'elle arrive à 10 baguettes, 8 baguettes et qu'elle sent qu'elle a de l'influence, elle appelle le commerçant pour dire « Ramenez-moi 25 baguettes, ramenez-moi 40 baguettes. » Et c'est ça, les gars repartent pour livrer. Et donc, on a fait un circuit par moto. Et
Une moto est responsabilisée peut-être sur 30 femmes. Et le circuit est adapté. Ça veut dire que si je prends la moto, il ne va pas aller à Akpakpa. Celui qui va à Akpakpa a un circuit qui commence à peut-être avant le pont de Dantokpa, Saint-Michel. Et donc s'il y a des femmes là, il prend en compte ces femmes-là. Il traverse le pont. Il a le côté peut-être Segbea. Ça, quelqu'un qui doit gérer. L'autre traverse le pont. Il gère Place Lénine jusqu'à, comment on appelle, jusqu'à Sonaec Automobile, etc. Et il va vers PK Abattoir. Donc chacun a son circuit et est responsable des femmes sur son circuit. L'avantage, c'est que vous avez une femme qui fait peut-être 25 baguettes de 5 heures à 15 heures. Avec 25 baguettes, elle ne s'entend pas à ce que quelqu'un la livre, parce que ce n'est pas rentable. Mais sur le même circuit, vous avez des femmes qui font 300, 400 baguettes par jour. Donc la même moto qui livre la femme qui fait 300, 400, c'est la même moto qui livre la femme qui fait 25 baguettes. La femme qui fait 25 baguettes est contente. Elle est très satisfaite de vos services. Le jour, elle passe à 40, elle prend chez vous. Même si quelqu'un d'autre vient avec tout le charme nécessaire, elle ne va pas bouger. C'est la force de la stratégie, ça. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. Et c'est comme ça que nous avons développé le business. Et ça s'est très bien passé. Et donc, quand on a augmenté et que certaines sont parties à cause du prix, elles n'avaient pas ce service-là. Cette capacité à livrer sur site à 5 heures, à domicile, et d'être capable de venir faire les rajouts de 40, 50 qui manquaient à volonté, juste parce qu'on téléphone. Et on téléphone sans payer parce que les coûts sont pris en charge par la boulangerie, mais elles n'avaient pas ça ailleurs. Donc elles sont revenues toutes seules. On n'a eu à rien à faire. Donc le succès de l'activité s'est fait comme ça. Donc cette boulangerie a une vie. On a eu un gros succès pendant 15 ans quand même. Et on a réinvesti en 2016. En 2016, j'ai réinvesti exactement 1 milliard. J'ai levé 800 millions à Paris auprès d'un fonds d'investissement qu'on appelle IEP, investisseur partenaire, dirigé par l'ancien directeur de l'AFD. On était en discussion 3 ans avant déjà, parce qu'ils ont identifié l'activité et les performances de l'activité. Parce qu'avant 2016, j'ai renforcé l'industrie de la boulangerie en investissant dans une chaîne de boutiques à travers des kiosques modernes, 25 kiosques modernes, des kiosques jaunes que peut-être certains ont vus dans la ville. J'ai mis des kiosques sur Cotonou, Sebepodji et Calavi. On a même déployé 2 boutiques de kiosques à Porte-Nouveau pour pénétrer un peu Porte-Nouveau. L'avantage de ce dispositif nous a permis de nous rapprocher des personnes physiques qui n'étaient pas dans le cœur de notre cible de départ. Au départ, j'ai dit les professionnels. Et après, on s'est intéressé aux particuliers et on a traité les particuliers correctement en leur offrant des boutiques propres, de petites boutiques propres. On ne voulait pas référencer nos pains avec des paniers au bord des voies. Donc on a investi nous-mêmes à peu près 80 millions à l'époque pour des kiosques modernes qui n'étaient pas des kiosques en bois, ni des kiosques métalliques. Parce que métallique, ça allait renvoyer trop de chaleur sur la vendeuse à l'intérieur. Et en bois, on ne pouvait pas maîtriser l'environnement parce que si une dame vient vendre à Babo le soir avec son dia et qu'elle n'entretient pas les lieux, qu'il y a des fourmis qui commencent à bouffer le bois, on va traiter le bois chaque année avec des produits toxiques qui ne sont pas compatibles avec l'alimentaire. Donc il faut anticiper tout. Donc on a investi dans des kiosques à base de composite. La composite est une matière recommandée pour l'agroalimentaire, mais qui est plus chère. Vous allez aux États-Unis, vous allez à Paris, à Châtelet-Les-Halles, les boutiques que vous allez voir, c'est en composite. C'est recommandé pour l'agroalimentaire. On a investi dans du composite qu'on a commandé vers le Ghana là-bas, qu'on a fait venir. Et l'avantage, c'est on distribuait nos pains là, avec notre enseigne, mais à côté du pain, on faisait des produits de négoce. Ce qu'on appelle les produits de négoce, c'est ce que les gens appellent chez nous des produits divers. Le thème consacré, c'est les produits de négoce. Donc la personne peut venir chez moi acheter du pain, mais il a un achalandage où il voit de la sardine, il voit de la mayonnaise. À la base, il vient pour acheter 2 baguettes. Donc maximum, il met 300. Mais quand il est devant le kiosque, il voit la mayonnaise. Il appelle sa femme. Sa femme dit, amène la mayonnaise. Donnez-moi une mayonnaise. Donnez-moi 2 sardines. Donnez-moi ceci. Et en fait, il fait 3 000 francs d'achat alors qu'à la base, il est venu dépenser 300. On a commencé à capter des ressources comme ça de façon très intéressante. On a fait des produits canal, des recharges canal aussi. Donc, c'est devenu un gros business. C'est-à-dire que le petit kiosque de 6 mètres carrés était un bon compromis pour la classe moyenne. C'est-à-dire que celui qui ne veut pas, celui qui est un peu exigeant, qui ne veut pas acheter son pain au bord de la voie, dans un panier qui n'est pas bien couvert, il préfère acheter chez nous parce que le kiosque est bien protégé, il y a des vitrines, il y a des grillages, la fille qui sert est bien habillée, et ça, les gens préfèrent ça. Et donc sur nos kiosques, on avait des DG de banque, on avait des DG des impôts, on avait des cadres moyens de banque, on avait le maçon aussi, on avait le plombier qui achetait.
Et les gens m'ont demandé à l'époque, mais pourquoi je n'ai pas déployé les kiosques dans des zones un peu comme le PLM, comme la zone Sensat et tout ça, les quartiers chics. Et pourquoi mes kiosques ne sont pas là-bas? J'ai dit, ces quartiers ne m'intéressent pas. Pourquoi? Parce que celui qui a beaucoup de pouvoir d'achat n'achète pas beaucoup de pain. Chez lui, il mange entrée, résistance, dessert. Ouais, il n'a pas le même problème que tout le monde. Donc, tout ce que vous faites, vous devez réfléchir par rapport à votre activité. Si je mets un kiosque dans la zone Sensad, c'est bien, ça va être sympa, joli. Mais celui qui habite là-bas, il a une maison qui vaut 300 millions, qui vaut 400, 500 millions. Alors, quand il est à table, d'abord, il a un cuisinier qui prépare et on lui fait une entrée. L'entrée, il aura besoin d'un peu de pain pour l'entrée. Avec une baguette, c'est réglé. Un peu de pain pour l'entrée, après il mange son plat de résistance et il prend son dessert. Alors que les gens comme moi, là, le plombier, le maçon, lui il vient sur mon kiosque, il veut 10 baguettes. Oui, il veut 10 baguettes. Parce qu'il rentre à la maison, il veut manger à bobo avec les enfants et les enfants veulent du bon pain. Donc il est plus heureux qu'à prendre 10 baguettes chez moi. Celui qui est très en haut là, lui il prend 2 baguettes. Donc on me dit pourquoi je n'ai pas mis des kiosques là-bas? Pourquoi je mets des kiosques? C'est pourquoi? Moi je veux vendre moi. Vous comprenez donc? Tout ce que vous faites, ça doit être des actes pensés, le marché, la cible est comment, et quand vous vous adaptez correctement, vous arrivez à performer. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Voilà un peu ce que j'ai fait pour l'investissement de la boulangerie, qui est venu après l'investissement l'entreprise de consultation. Je suis sorti du pain il y a 3 ans à peu près. En temps, je suis passé par la chambre de commerce aussi. J'ai été aux élections. J'ai été élu par mes pairs, donc par l'ensemble des boulangeries sur le territoire national, qui m'ont mandaté pour représenter la corporation de l'industrie de la boulangerie à la chambre de commerce. Donc j'ai fait une mandature de 5 ans à la chambre de commerce. Et les autres élus de la chambre de commerce m'ont élu ensuite comme président de la commission des investissements, ce que j'ai occupé. Et j'ai décidé de sortir du pain il y a 3 ans parce que le phénomène de la libération des espaces publics a impacté un peu négativement notre activité. C'est vrai que j'ai réinvesti en 2016. Si je n'avais pas réinvesti, on aurait pu mieux accuser le coût. J'ai levé 1 milliard, exactement 800 millions. On a fait un complément de 200 millions et on a mis en place une deuxième unité de production de boulangerie, beaucoup plus moderne, avec 250 millions de machines modernes achetées en Alsace pour augmenter le niveau de production. Parce qu'avec les particuliers, nous étions arrivés à une production très intense. On était à entre 10 000, les petits jours, c'est 10 000 pains jour. Les grands jours, c'est 14 000 pains jour. Donc quand on rentre en situation de jeûne des musulmans, par exemple, à la coupure du jeûne, ça grimpe. Quand on rentre en période de décembre, c'est énorme. Noël, Nouvel An, la demande est très, très, très forte. Et donc, il fallait gérer cette demande-là des particuliers. Il fallait gérer l'accroissement des professionnels. Donc, on a décidé de réinvestir. Donc là, j'ai ouvert le business à des investisseurs pour lever justement les fonds que je viens de vous dire. Et on a réinvesti en 2016. Mais avec la libération des espaces publics, les cafétérias ont été touchées, les femmes ont été touchées, comme vous savez, avec la libération. Donc, l'investissement que nous avions eu à faire en 2016 a été fragilisé après la libération des espaces publics. Donc, j'ai pris une décision business. La décision business, c'est de dire, bon, on a déjà investi un montant très important pour faire face à l'accroissement de la demande qu'on avait. Mais voilà le coût qu'on a pris. L'investissement business, c'est de sauver les meubles. Sauver les meubles, c'est de sortir et organiser le désendettement de l'entreprise. Il faut payer les banques auprès de qui nous avons levé des fonds de roulement pour l'industrie. Et donc, il faut gérer ça. Parce que les banques n'attendent pas. Les banques n'attendent pas. Les hommes d'affaires ou les professionnels ici doivent le savoir. Voilà. Donc, j'ai décidé de sortir pour sauver les meubles. Donc, on a fait le nécessaire. J'ai racheté la part des actionnaires. Je me suis retrouvé à 100% et j'ai organisé le désendettement de l'entreprise. Voilà. Mais je suis resté chef d'entreprise. Peut-être pas sur le pain aujourd'hui, mais je suis toujours consultant sur le pain. Actuellement, il y a des investissements en cours dans le pays et même quand je ne le demande pas, on vient me consulter parce qu'on a été leader incontestable sur ce compartiment-là. Actuellement, je ne pourrais pas dévoiler, mais il y a une enseigne européenne qui est en train d'arriver sur le Bénin. Je n'étais pas au courant, donc eux-mêmes, en fonction des études qu'ils ont eu à faire depuis là-bas, ils m'ont contacté et ils ont demandé que je sois consultant pour accompagner le processus d'investissement sur le Bénin. Ce que je suis en train de faire, puisque mon cabinet est toujours opérationnel et je continue de travailler. Donc voilà de façon résumée le parcours que je voudrais vous présenter et je suis prêt à prendre vos questions.
Alors, merci beaucoup, Monsieur Gracien, pour ce riche parcours. Merci. Vraiment, nous avons beaucoup appris de vous. À présent, nous allons passer à la phase des questions-réponses. Alors, chers participants, vous avez pris le soin d'entendre Monsieur Gracien parler de long en large de son parcours professionnel. Alors, certainement, vous avez des questions. Nous allons les recueillir très rapidement. Vous n'avez jusqu'à lever la main, le petit doigt, et nous allons commencer. Voilà, nous allons commencer ici. Alors, bonjour Monsieur Diabouni. Merci beaucoup pour votre partage d'expérience. C'est vraiment enrichissant, très instructif. Alors, j'aimerais vous demander, votre première boulangerie, vous l'avez, l'investissement, est-ce que c'était sur fonds propres ou bien c'était un prêt que vous avez pris? Merci. Alors, nous allons recueillir toutes les questions et après, M. Gracien pourra y répondre un à un. La prochaine question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais savoir, vous avez parlé de la réussite, comment ça a commencé, mais je veux savoir les challenges rencontrés, les problèmes, les découragements rencontrés au cours de ces parcours, durant ces parcours. Merci. Bonjour monsieur. La question que moi j'aimerais poser, c'est celle-ci. Concernant votre marque, précisément la boulangerie, la stratégie que vous avez pu définir pour la réussite de cette boulangerie a été prise au départ ou bien comment vous avez pu procéder pour pouvoir arriver à réussir dans la boulangerie? Prochaine question. Okay. Merci beaucoup à vous, monsieur. Et j'aimerais savoir, bon, c'est vrai, vous nous avez parlé de vos réussites. J'aimerais connaître vos erreurs au fait. Si vous prenez un œil en arrière, quelles sont les choses que, au fait, vous pourriez ne pas faire aujourd'hui et pour vous améliorer? Une fois encore, merci beaucoup, monsieur le maire, pour ce partage d'expérience. J'ai plusieurs questions, moi. La première est celle-ci. J'aimerais savoir quelle était la base de votre réussite. Et dans vos propos, quand vous étiez en train de parler, au lieu de fruitu, qui était en français, vous préférez oja dans la langue locale. Pourquoi? Dans vos propos, vous étiez en train de dire, pour dire fruitu en français, vous préférez oja. Bon, pour les jeunes qui décident de voyager, qui se donnent ardemment pour le travail et qui décident de voyager mais n'ont pas les moyens, quels conseils pouvez-vous donner à ces jeunes-là? Merci beaucoup. Bonjour monsieur, je tiens à vous remercier pour pour le partage que vous aviez eu à faire avec nous ce matin. Et ma question est celle-ci. N'aviez-vous pas rencontré des concurrents au cours de votre parcours, genre sur le plan de la boulangerie? N'aviez-vous pas rencontré des concurrents? Et comment vous aviez eu à surmonter cela? Si oui. Merci. Merci, merci Monsieur le maire
pour le partage. J'aimerais savoir comment vous avez pu gérer les collaborateurs que vous avez. Est-ce que tous vos collaborateurs étaient parfaits? Comment vous avez pu les gérer? Merci. Merci pour ce partage. J'aimerais vous demander comment vous avez pu concilier d'abord votre vie familiale avec votre vie professionnelle. Parce que on vous a vu un peu plus dans la vision de vous répandre ou bien oui, c'est ce que je vais dire, de vous répandre sur le domaine entrepreneurial. Vous étiez plus dans le domaine de la boulangerie, mais après, on voit que vous êtes en même temps consultant. Maintenant, quelle est la participation de votre conjointe dans cette réussite? Parce que dans votre développement, je pense que vous étiez plus ou moins au four et au moulin. C'est ce que j'ai compris dans tout votre développement. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur le maire. J'ai 2 questions concernant votre présentation. La première est celle-ci. Quel conseil donnerez-vous à un jeune aujourd'hui qui veut se lancer dans le domaine de la boulangerie? Un jeune, par exemple, qui veut se lancer, qui veut créer sa propre boulangerie. Quel conseil allez-vous lui donner? Ma deuxième question est comment vous avez pu innover? Comment vous avez pu innover dans le domaine de la boulangerie? On sait que la boulangerie, on peut dire que c'est un métier un peu traditionnel. Comment vous avez pu innover dans ce domaine? Merci beaucoup. Bonjour monsieur, j'aimerais vous demander si vous ne pensiez pas que votre statut d'étudiant français revenu au pays n'a pas impacté votre insertion dans l'emploi. Bonjour monsieur, en écoutant votre parcours, j'ai compris que pour entreprendre, il faut avoir un problème à régler, que l'entrepreneuriat se base sur le règlement d'un problème. Donc ma question c'est de savoir comment identifier le problème qu'on est capable de régler et comment identifier quels sont les problèmes qui prisent dans notre milieu. Alors merci beaucoup monsieur d'avoir partagé votre parcours avec nous. Moi j'aimerais savoir quelqu'un qui décide d'atteindre le niveau que vous avez aujourd'hui. Quelles sont les étapes que cette personne doit suivre? Merci beaucoup. Merci monsieur pour le partage. Moi j'aimerais demander si vous aviez une croyance parce que à vous entendre parler, vous n'aviez pas précisé que votre réussite venait d'une part de Dieu. Parce que moi, je ne suis pas du genre à croire qu'on peut réussir sans Dieu. Mais dans vos propos, vous n'aviez pas notifié cela. J'aimerais savoir si votre réussite a été sans lui ou bien avec lui, mais vous l'aviez caché. Merci. On va aller dans le vif des réponses. La première question, celui qui a pris la parole a demandé est-ce que mon premier investissement dans la boulangerie, est-ce que ça a été sur fonds propres ou non? Ou si ça a été un investissement, un crédit? Bon, déjà,
la réponse directe, c'est les deux. C'est les deux. Et ça, je vais profiter de cette question pour faire une recommandation à la jeunesse. Vous êtes pour la plupart tous formés et vous êtes pour la plupart plus formés que vos parents. Je me répète, hein, vous êtes pour la plupart formés et vous êtes pour la plupart plus formés que vos parents. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas rare de voir le minimum souvent de plancher d'études, c'est souvent BTS. Et après, ça peut aller à Master 1, Master 2, Bac plus 30, quoi. Bon. Vos parents n'ont pas Bac plus 30, mais ils ont fait de brillantes choses. Alors, ce que moi je vous recommande, c'est de toujours travailler au départ un peu à côté. Travailler un peu, ça vous permet de toucher un peu aux réalités des choses professionnelles, quel que soit le domaine dans lequel vous vous retrouvez. Et donc, c'est un bon tremplin pour mettre le pied dans la vie active. Et en même temps où vous touchez aux choses de la vie active, en même temps vous apprenez et vous gagnez un peu d'argent. Quel que soit le montant du salaire qui est payé, vous avez une petite rémunération à côté. Ça vous permet de laisser venir les choses, d'observer un peu le marché, de prendre des décisions, de revenir sur ces décisions, de les améliorer et tout ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand je travaillais, je mettais évidemment un peu d'argent de côté et j'avais commencé à préparer les locaux qui allaient être les bureaux de ma première entreprise, qui est mon cabinet, qui est créé depuis 2007. Et donc je mettais de l'argent de côté pour acheter un peu de ciment. Et puis bon, après je faisais les briques d'abord, je laissais les briques là. Et après, quand l'argent des briques est fini, j'achète un peu de fer. Et puis c'est comme ça, tout doucement, j'avais commencé à faire les travaux des bureaux. Et quand j'ai voulu investir dans la boulangerie, j'avais mis... l'argent que j'ai mis de côté était virtuel. Ce n'était pas de l'argent liquide. Puisque là où je devais investir dans la boulangerie, j'ai fait des travaux, j'ai dégagé l'espace qui devait recevoir l'unité de production. Et c'est là où l'entrepreneur est un peu fou. L'entrepreneur est un peu fou parce que ceux qui ont demandé c'est quoi, sur quoi je me suis, etc. La première clé, c'est de croire en soi, c'est de croire au projet qu'on veut défendre, d'y croire vraiment. Parce que si vous n'y croyez pas, si vous-même vous n'y croyez pas à ce que vous voulez faire, vous ne pouvez pas convaincre d'autres personnes. Si vous y croyez, c'est plus facile de convaincre d'autres vis-à-vis. Et comme j'y croyais, j'ai fait les premiers investissements qui devaient accueillir la boulangerie. Mais je n'ai pas pu acheter une seule machine, pas une seule. Je n'avais pas les ressources nécessaires. Je me rappelle même pour l'anecdote que j'avais réussi à convaincre quelqu'un de me laisser acheter un pétrin. Le pétrin, c'est une machine un peu ronde comme ça où on pétrit de la farine. C'est par là qu'on démarre la production de pain. Et quelqu'un avait fait venir un pétrin d'occasion de la France. Et j'ai dit que je voulais faire la boulangerie. Donc, il m'a laissé ça. Je devais payer ça, je crois, à 2 millions. En prix occasion, 2 millions. Et il m'a laissé ça. Il m'a dit, bon, OK, je paye un peu. Il m'a livré le pétrin. Le pétrin est resté chez moi pendant 1 an. Je n'ai pas pu payer 1000 francs. Je n'ai pu rien payer, en fait. Il s'est fâché. Évidemment, il est revenu chercher son pétrin. Je ne pouvais pas bloquer le pétrin puisque je n'ai pas payé. Bon, il est venu chercher le pétrin, il est parti. C'est moi qui veux faire boulangerie là, c'est ça. Hein? Bon, donc j'étais là, je veux faire boulangerie. J'ai fait les travaux, j'ai fait le hangar, j'ai acheté des bacs à alu, j'ai fait vraiment une belle toiture. Tout était en place, mais il n'y avait aucune machine. Et dans le processus pour lever des fonds, la première banque a refusé. La première banque a dit non, ça ne les intéresse pas. La deuxième banque n'a pas dit non. Mais chaque fois que je déposais le dossier, il disait il faut modifier telle chose. À telle page, il faut modifier ça. Et je modifiais et puis je renvoie le dossier. Après un moment, disons après 8 mois, il y a un monsieur dans la banque qui m'a appelé. Puis je suis venu encore, il m'a appelé pour dire viens. Vraiment, je t'apprécie bien. Mais il faut aller chercher ailleurs. On ne veut pas te donner.
On veut pas te donner le financement. On ne veut pas te donner. J'ai dit, mais pourquoi? On m'a dit de modifier les chiffres, le business plan. J'ai amélioré tel côté. J'ai fait toutes les corrections qu'on demande. Il dit, non, tu sais, je t'apprécie bien. Les gars, là, ils ne sont pas sérieux. Ils disent, mais vous avez vu le monsieur qui demande 80 millions, là. Il a quel âge même? Il n'a même pas 30 ans. Il est en train de demander 80 millions. Non, faut pas. C'est pas sérieux, ça. Donc les gars se moquaient de moi quand je venais défendre le dossier que je partais. Eux, ils tombaient en rire toute la journée, quoi. Moi, je ne savais pas. Voilà, moi, j'allais défendre mon affaire. Mais oui, c'est la vie de l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on n'a pas le choix? Mais malgré ça, je n'ai pas abandonné. J'ai été encore vers la 3e banque. Et finalement, cette banque... Et puis les échecs aussi, certains disent, mais c'est quoi peut-être les difficultés? Je réponds comme ça en même temps aux difficultés. C'est-à-dire que tout n'est pas rose. Ce n'est pas parce que vous avez une envie et que vous croyez en quelque chose là, que ça y est, tout le monde... Non, ce n'est pas ça. Donc, mais quand on m'a dit non, une fois, non 2 fois, j'ai amélioré mon discours. Parce qu'à force de répéter la même chose, à un moment donné, vous-même là, il y a des choses que vous corrigez dedans. Oui, tu répètes la même chose, tu viens, je vais faire la boulangerie, je vais faire ça, je vais livrer les femmes, je vais livrer les cafétérias. Tu dis les choses, on t'écoute, d'accord, c'est bon. Mais arrivé vers la 3e banque, celui que j'ai reçu m'a demandé, mais il y a une chose qu'il ne comprend pas. Je veux faire la boulangerie. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que toutes les boulangeries là, qui sont dans Cotonou là, ils ne font pas du pain. La question qu'il me pose, eux là, c'est pas pain ils font. Toi, tu vas venir là, tu ne veux pas faire du pain? Je ne comprends pas. Tu veux faire quel pain comme ça? Et puis. Oui, le monsieur m'a dit. Il dit, mais moi, la seule chose que moi, je ne comprends pas dans ton affaire là. Tu veux produire quoi? Il dit du pain. Il dit d'accord. Les autres boulangeries là, ils produisent quoi? J'ai dit du pain. Il dit, mais ton affaire là, je ne comprends pas. Tu dis que ça va être différent. Et je lui réponds. Et il me dit, mais d'abord, il donne un chiffre. Il dit, il y a tel nombre de boulangeries dans Cotonou. Je lui ai dit non. Il y a exactement 200 telles boulangeries dans Cotonou. Donc là, il me prend au sérieux là maintenant. Je lui donne le chiffre exact. Il dit, vous connaissez le chiffre? Il dit, oui, je connais le chiffre exact. Il dit, j'ai recensé. Il dit, première chose. Deuxième chose, je lui dis, effectivement, je lui dis, c'est 200 et quelques. Il y avait 200, je lui donne le chiffre exact. Il dit, bon, mais vous ne pouvez pas me comparer aux 200 boulangeries qu'il y a. Il dit, bon, pourquoi? Puisqu'ils font du pain. Il dit, oui, mais vous pouvez me comparer seulement à 3 d'entre eux. À l'époque, il y avait Sopaï qui est toujours là. Sopaï au Délice à la Haie-Vive. Il y avait une boulangerie célèbre qui était au niveau de Midonbord. Ils ne sont plus là, ils ont fermé. Il y avait 3. J'ai cité les 3. Je dis, les 3 là, vous pouvez me comparer aux 3. Il dit, pourquoi? Je dis, parce qu'ils font de la distribution. Ils produisent. Ils ont un petit van Renault 4 là. Et ils livrent. Ils ont quelques motos, ils livrent. Vous pouvez me comparer parce que moi, je vais livrer. Il dit, donc, on quitte 200 à 3. Donc, je lui montre que s'il doit me comparer là, c'est à 3 boulangeries. Parce que moi, chez moi, je ne vais pas produire du pain et mettre des femmes avec des paniers devant moi. Ça ne va pas exister chez moi. Et ça n'a jamais existé, effectivement. Et donc, tous ceux qui font ça là, ne me comparez pas à eux. Et eux, ils sont positionnés, ils sont en pole position sur les pains bâtards. Moi, je vais venir avec de la baguette. Donc, les 3 que j'ai identifiés là, ils sont positionnés baguette. Ils font du bâtard, mais de façon très minime. Je viens sur ce positionnement-là. Maintenant, la différence entre eux et moi en termes de distribution, c'est que moi, je vais distribuer pas seulement au niveau des femmes, mais les professionnels de la restauration dans les cafétérias populaires, et il y en a 600 que j'ai identifiés, et je sors la liste, je lui remets. Je dis, les 600 sont répartis comme ça, tel à Cotonou, à Kpakpa, tel à Cotonou, de ce côté, côté 16e, à Kpakpa c'est 15e circonscription, et Calavi, tel quota, c'est même pas dit tel quota. Et ces cafétérias seront livrées par mes commerciaux avec des circuits précis répartis comme ça, comme ça, comme ça. Pareil pour les 300 femmes qui font les sandwichs. Là, le débat change. Ils voient que, attention, oui, ils comprennent. Ok, déjà, on me compare aux 3 autres. Les 3 autres font de la livraison, mais de façon un peu brouillonne, pas avec des circuits clairs, optimisés. Et les commerciaux, en livrant ce réseau déjà identifié, peuvent continuer par prospecter et lever de nouveaux clients au fil du temps de la distribution. Donc là, j'ai été pris au sérieux
Et je n'avais pas ce discours aussi précis avec les deux premières banques. Et donc, quand j'ai premier entretien, je tiens un discours comme ça, premier entretien, j'impacte mieux que les deux premières banques. Et là, il me dit, OK, mais ce qu'on va faire, bon, il ne peut pas prendre de décision maintenant, ni décider d'aller présenter le dossier en comité de direction de la banque, mais il veut se déplacer pour venir voir le site où je veux installer la boulangerie. C'est là où il a fait l'erreur. Il ne fallait pas qu'il vienne. Parce que quand il a fait le déplacement, il est venu voir le site, il était choqué par, je dirais, comment je vais dire ça, il était choqué par mon niveau, mon degré d'engagement dans l'orientation du business. Parce qu'il a vu que tout était prêt. Il a vu la boutique, il a vu l'unité de production, la place du four, ceci. Tout était conçu, tout était prêt. Il dit, mais vous avez fait tous les travaux là? Je dis oui. Il dit, mais vous n'avez pas une seule machine, vous n'avez même pas les fonds pour acheter la machine. Je dis oui. Mais comment vous allez faire passer les machines alors? Il dit, je vais finir par obtenir le financement, hein, j'y crois. Et il a trouvé que j'étais fou. Ah oui, il a dit, il est fou, tout est fait, l'emplacement, tout est là. Mais il n'y a rien. Il dit, mais vous avez investi tout ça, vous avez orienté sa boulangerie, mais vous n'avez aucune machine. J'ai dit, oui, mais je vais acheter des machines. Il dit, comment? Je vais obtenir le financement. Il dit, mais nous, on n'a pas dit encore. Il dit, oui, mais j'y crois. Ah, il a trouvé que ce niveau, c'est un truc de fou. Et là, il a pris le dossier à bras le corps. Ils ont monté le dossier, on a monté le dossier. Il a été défendre le dossier. J'ai obtenu le financement de 80 millions. C'est comme ça que j'ai obtenu le financement. Et l'autre chose aussi, c'est que les banques demandent des garanties que je n'ai pas. Puisque là où j'ai installé la première unité de production, je ne pouvais pas mettre le site en garantie puisque c'est la maison de mes parents défunts. Donc je ne peux pas mettre les documents de la seule maison, je ne peux pas. Donc je n'ai pas l'hypothèque à donner. Mais après avoir échoué avec la première et la deuxième banque, j'ai compris que j'ai découvert en faisant des recherches que je pouvais contourner l'hypothèque en proposant un nantissement sur les équipements. J'ai découvert ça au cours du processus de recherche à force d'échouer les deux premières fois. Le nantissement sur les équipements, c'est proposer en fait à la banque qui veut financer les équipements, où je n'ai pas d'hypothèque à donner, d'avoir peut-être la garantie du matériel neuf acheté. Ça veut dire que on me donne le financement, j'achète des équipements, mais c'est un peu comme si la banque était propriétaire des équipements tant que je ne finis pas de payer. Donc la banque me tient un peu. Donc j'ai découvert ça et j'ai été négocier maintenant le nantissement sur les équipements avec le CPEP et le FONAGA, qui est une institution qui se porte garant et caution pour les entreprises. Donc j'ai fait ce travail-là à part et le CPEP a accepté de donner la caution et c'est cette caution que j'avais du FONAGA qui est venue appuyer la démarche bancaire. Donc la banque était confortable, croyait au projet, croyait à la stratégie et j'ai obtenu les 80 millions pour démarrer. En termes de difficultés rencontrées, là je glisse comme ça sur la deuxième question, challenge rencontré, découragement. J'ai déjà évoqué quelques challenges tout de suite dans mes propos, mais le premier challenge que j'ai rencontré qui a été assez fort, c'est que la première banque auprès de qui j'ai levé les 80 millions est tombée en faillite 6 mois après. Au Bénin ici, hein, une banque, oui. Ça n'a rien à voir avec moi, hein. Ça veut dire que la banque est tombée en faillite. C'était une banque qu'on appelait AIB. Ils étaient vers Kangezo. Je crois que ça s'appelait American Invest, quelque chose comme ça. Ils étaient vers Kangezo, non loin de la pharmacie Kangezo. Ils ont eu d'autres problèmes et ils sont tombés en faillite 6 mois après. Donc une banque en faillite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut récupérer de l'argent. Et donc la banque a dit, blabla, il faut machin, il faut, voilà. Et moi, étant en phase d'investissement, j'avais déjà eu deux mensualités de retard et tout ça. Et eux, ils étaient un peu chauds, ils voulaient de l'argent à tout prix. Donc là, maintenant, j'ai été négocier avec une autre banque de la place, qui était beaucoup plus solide, qui était une banque ancienne, qui a racheté le crédit de départ. Ça a été le premier challenge, en dehors du challenge de levée de fonds, bien sûr, mais ça a été le premier vrai challenge que j'ai eu parce que je n'avais même pas encore démarré la première production de baguettes, de pain, que déjà, il y avait des problèmes. Donc j'ai réussi à faire acheter et puis j'ai pu avancer. Non sans difficulté, hein. Donc je passe les commentaires, mais ça a été un challenge. Quelqu'un a demandé quelle a été la stratégie de départ pour la boulangerie. Ça a été une stratégie de différenciation simplement.
Quand vous étudiez les 4P en marketing, vous allez voir, il y a plusieurs stratégies. Moi, j'ai utilisé la stratégie de différenciation et j'ai observé, analysé le marché. J'ai regardé la façon dont les gens opèrent et la façon dont je pouvais rentrer sur le marché et opérer pour exister. Pour qu'on me voie. On ne se cache pas quand on fait du business. Je viens faire du business, il faut que les gens me voient. Il faut que ceux qui sont supposés acheter ou les potentiels acheteurs savent que j'existe et qu'ils me voient et qu'ils soient intéressés pour venir vers moi. Et pour venir vers moi, pour me voir déjà, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai identifié les femmes à livrer, les cafétérias à livrer, les motos que j'ai achetées pour faire la livraison, je les ai brandées. J'ai fait du branding. On parle du branding en fait en marketing. Donc j'ai fait de la créa. On a brandé ces motos-là qui avaient des codes couleurs liés à mon entreprise. Et donc quand ça passe, on sait que ça, c'est la boulangerie Tinski. Le véhicule qu'on a acheté pour livrer les clients premium, on a brandé ce véhicule-là aussi, un véhicule neuf. Donc déjà, vous voyez, vous venez sur un marché où tout le monde fait, les gens font de la boulangerie, mais bon, ils sont un peu presque dans du, je dirais pas, je ne vais pas utiliser des mots trop forts, mais quand vous regardez une boulangerie, vous n'avez pas à première vue, vous n'avez pas envie d'investir dans l'activité tout de suite. Ça ne renvoie pas à quelque chose de, voilà, de solide ou quelque chose qui donne envie. Voilà. Donc moi, je suis venu et puis je dis déjà, il faut corriger l'image. Parce qu'on vend de la nourriture, du pain, c'est la nourriture, il faut que les gens aient envie de venir chez vous. Et pour les professionnels, j'aurais pu prendre un véhicule au port. Non, j'ai pris un véhicule neuf, j'ai pris 2 bus neufs. 2 bus neufs. Neufs, brandés. Donc quand vous venez garer devant un restaurant pour livrer, vous n'êtes pas regardé de la même façon. On a même l'impression que le pain est forcément de qualité avant même de l'acheter. C'est ça la force du marketing. Voyez-vous? Et ça, c'est se différencier déjà. Il faut jouer sur la psychologie des potentiels acheteurs pour les convaincre. Ça, c'est la première chose. Branding moto, branding véhicule. Ensuite, au niveau de la production, il faut faire des efforts parce qu'on n'avait pas à l'époque une école diplômante de la boulangerie au Bénin. Aujourd'hui, le gouvernement fait plus d'efforts pour former les boulangers. Ce n'était pas vraiment ça. Les gens apprenaient sur le tas. Alors moi, j'ai anticipé un peu, j'ai fouillé, j'ai regardé comment on peut faire pour la formation. Et comme il n'y avait pas d'école, j'ai débauché auprès des boulangeries qui avaient bonne réputation à l'époque. Sopayo, Délice, j'ai pris le chef de production. J'ai donné le salaire x2. J'ai débauché à Jeb d'Or. J'ai débauché les gens au niveau des entreprises qui fonctionnaient bien. Et maintenant, ceux que j'ai débauchés chez les leaders de l'époque, je les ai fait former. Alors, j'ai identifié des circuits de formation auprès d'ambassades ici, où il y avait des programmes qui permettaient de faire venir des experts dans tous les domaines, des seniors, pas des programmes donnés, des programmes qui existaient, notamment il y a le programme PUM, PUM, qui est logé au sein de l'ambassade des Pays-Bas, ici. Et ce programme, par exemple, me permettait d'avoir des boulangers seniors qui ont 30 ans de métier. Et ce programme payait les frais d'avion des experts que je choisis. C'est-à-dire, on m'envoie des profils de 4 personnes, je regarde les profils, ce qui m'intéresse, je dis ça m'intéresse. Et le programme prend le billet et envoie la personne. Parce que c'est des gens qui ont 30 ans de métier, qui sont à la retraite chez eux là-bas et qui ont juste envie de voyager pour découvrir le monde et profiter pour partager leur expérience professionnelle. Moi, j'ai identifié ça. Et tout ce que je devais faire, c'est héberger ces personnes-là et gérer leur repas. C'est tout. C'était efficace et moins cher pour moi. Et donc, je faisais venir ces experts européens, français, qui venaient ici rester un mois et demi, former mes boulangers que j'ai recrutés, qui ont appris sur le tas. Donc, déjà au niveau ressources humaines, sur le cœur de métier, j'avais réussi quand même quelque chose à récupérer des gens qui connaissaient le job, mais je les ai formés par la main d'experts. Donc, stratégie de différenciation et un focus sur le cœur de métier, la formation pour avoir de la qualité constante dans la durée. Quelqu'un a demandé quelle a été la grosse erreur que j'ai pu faire. Bon, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'erreur, mais je ne sais pas si je vais qualifier ça d'erreur, mais je pense qu'il y a eu... on aurait pu mieux faire en termes de stratégie d'investissement en 2016. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert mon capital à des investisseurs, quand eux ils venaient, on s'est entendu sur deux choses. Moi, je suis
un expert en stratégie et marketing, humblement confirmé, hein, ça. J'ai prouvé en développant une activité pendant 7 ans à succès avant qu'ils ne viennent. Mais eux, ils sont spécialistes en finance et structuration financière. Et ils ont les fonds. Donc, on a voulu mettre ces deux expertises ensemble. Structuration financière, donc restructuration de l'entreprise elle-même. Et on est passé en fait d'établissement en SA, donc société anonyme au capital de 475 millions en 2016, avec conseil d'administration. Et on a dit, bon, on va faire les choses différemment. Mais moi, je leur ai dit, en termes de stratégie, il faut, lorsqu'on veut investir dans la deuxième unité de production, moi, j'ai suggéré à mes nouveaux partenaires désormais qu'on mette la deuxième unité de production en dehors de là où on était, en dehors de Brigabin. J'ai dit, sortons de là. Ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle en marketing une nouvelle zone de chalandise. La zone de chalandise, c'est là où vous vous installez et c'est tout ce qu'il y a autour de vous qui peut impacter l'activité. Moi, j'ai dit, allons à Ganry. Achetons un terrain à Ganry et installons la deuxième unité de production à Ganry. Ça nous permet, d'avoir 2 zones de chalandise, donc 2 cibles de clients différents, de capter de nouveaux clients et de faire des places assises, c'est-à-dire un salon de thé dans un environnement qui s'y prête, où nous avons des professionnels qui sont autour, qui travaillent, il y a plein de banques autour, il y a plein de business autour, entre midi et 15, ils ont besoin de se poser, et nous on va faire des repas légers, on ne fera pas comme des repas légers, ça va être un petit coin rendez-vous business, où en dehors du pain et de la viennoiserie que nous allons désormais faire qualitativement, parce qu'en 7 ans, je suis resté plus sur le pain, on faisait 30 modèles de pain, donc les professionnels avaient de quoi faire. Maintenant, on devait aller sur la viennoiserie et je proposais qu'en plus de ça, on aille sur un salon de thé digne de ce nom, comme on peut le voir à Abidjan, en Afrique du Sud et au Gabon. Ils ont dit, ils vont réfléchir. Donc, ils n'ont pas le problème d'argent. Ce n'était pas un problème d'argent. Ils ont réfléchi et ils ont dit non. Qu'ils préfèrent rester sur mon modèle de départ. Parce que les investissements qu'ils ont eu à faire au Bénin ont été des investissements qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas marché. Alors que moi, j'ai développé mon activité et pendant 7 ans, sans eux, ça a bien fonctionné. Donc, ils préfèrent venir renforcer l'existant que d'aller sur d'autres chantiers de salons de thé et tout ça. Ils n'étaient pas favorables. Ils avaient peur d'échouer en allant sur cette option-là. Mais à l'arrivée, quand ils ont fait l'investissement et qu'un an après, il y a eu le phénomène de libération des espaces publics, ils ont vu que j'avais raison. Ils m'ont dit, on aurait dû t'écouter, parce que si on t'avait écouté, effectivement, quand il y a eu la libération des espaces publics comme ça, sans qu'on ne puisse vraiment anticiper une telle opération de cette envergure-là, on aurait pu nous rabattre sur le salon de thé parce qu'on aurait déjà lancé ça, on aurait développé les petits repas, on aurait vraiment de quoi faire. Parce que moi, je l'ai dit comme argument à l'époque, si quelqu'un vient s'asseoir dans mon salon de thé, à Ganry, s'il prend un coca ou un autre jus, on le fait à 1000 francs, alors qu'en temps normal, cette boisson vaut maximum de 250-300. Donc, on peut s'offrir des marges qu'on ne peut jamais avoir sur le pain. Ou même sur les pains premium, on pouvait même jusqu'à avoir 500 même 600. Mais la quantité de sorties de ces pains ne sont pas les mêmes quantités de sorties que les pains de 125 ou 150. Donc, on gère les pains premium, mais on peut avoir des marges intéressantes sur le salon de thé qui nous permettent d'avoir d'autres capacités de mobilisation de ressources. Ils ont eu peur de dire, on ne veut pas s'aventurer sur un nouveau chantier, restons sur le chantier de départ. Mais à l'arrivée, ils m'ont dit, tu as eu raison, si on t'avait suivi, on aurait pu traverser le choc qu'on a reçu, parce qu'on livrait un certain nombre de cafétérias, un certain nombre de femmes qui du jour au lendemain ont disparu pour 60% de la ville. Les cafétérias qui ont été détruites pouvaient se repositionner si le propriétaire l'acceptait, mais ceux dont les propriétaires n'acceptent pas, souvent c'est géré par des Nigériens de manière, ils repartent chez eux. Le temps que le dispositif se reconstitue, entre-temps, on a sorti de gros montants qu'ils ne pouvaient pas attendre. Voyez-vous, donc ils ont vu que j'avais raison. Si on m'avait suivi, on aurait pu atténuer le coût. Donc je dirais, erreur stratégique aussi, quelque part. Et ça arrive, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas la fin du monde. Après, il faut savoir prendre les décisions qui s'imposent. Ah non, je disais déjà pour taquiner un peu, je revenais un peu dans la langue locale. Quand je dis friture, au lieu de dire friture, je dis déjà, bon, je suis un homme public, je suis un homme politique. Parfois, on garde un peu un lien avec la langue locale, juste pour faire réagir un peu les personnes qui sont en face de nous. C'était tout. Quelqu'un demande voyager sans moyens. Déjà,
moi, je vous rassure, mes parents n'avaient pas les moyens. Je vous dis, mes parents n'avaient pas les moyens, ils n'étaient pas low cost, mais ils n'étaient pas millionnaires. Voyez-vous? Bon, donc voyager sans moyens, moi je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat pour les voyages. Moi, je ne suis pas candidat à l'aventure hors du territoire. Bon, j'aime voyager pour découvrir, aller en vacances, tout ça, mais pas voyager et quitter mon pays. Les conditions dans lesquelles on m'a envoyé en France, je vous l'ai dit. J'ai été au bac, j'ai échoué. J'ai été au bac la deuxième fois, déclaré admis. On dit c'est une erreur. Ma mère dit le choc est trop violent, il faut que tu partes ailleurs pour faire le bac. C'est comme ça que j'ai atterri à Paris. Et moi, j'ai toujours dit à ma soeur qui est là-bas, depuis des années, qui ne veut pas rentrer. Quand je suis arrivé, moi, je lui ai dit, je resterai pour ma formation, après je bouge. Elle m'a toujours dit, oui, c'est ce que tout le monde dit. C'est ce qu'ils disent tous quand ils arrivent. Je dis, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a jamais intéressé. Je suis amoureux de l'Afrique, moi. Je suis fan de l'Afrique. Et j'estime que nous avons tout ici pour réussir, honnêtement. Nous avons tout ici pour réussir. Bon, si peut-être quelqu'un veut voyager pour faire une formation dont il n'a pas l'offre n'est pas disponible ici, bon, d'accord. Mais moi, je ne vais pas encourager des gens à voyager et quitter le Bénin. Moi, je suis amoureux du Bénin. Donc, vous pouvez sortir si vous voulez pour une formation spécifique, mais il faut revenir parce que ne vous trompez pas de cible. Hein. Vous êtes du bon côté du continent. Vous êtes du bon côté. Vous êtes du bon côté où tout est à faire. La richesse est ici. Quand vous regardez les expatriés, les Européens, qu'on envoie en expatriation ici pour des missions, beaucoup d'entre eux ne veulent plus repartir à la fin des missions. Ils ne veulent plus. Il y a beaucoup, observez, beaucoup quand la mission finit, on dit fini, tu repars. Ils disent non, j'ai fini, c'est bon, mais je veux rester ici. Et ils prennent maison ici, ils ouvrent petite entreprise ici, ils proposent des offres, des services, ils vont chez eux en vacances et ils préfèrent rester ici. Posez-vous la question pourquoi? Il fait bon vivre chez nous, contrairement à ce qu'on peut penser. Contrairement à ce qu'on peut penser. Et je vais profiter de ça pour vous dire, moi j'ai un frère, père à son ami, il est décédé. Il est décédé malheureusement, mon grand frère, on était 2 garçons. Il n'a jamais quitté le Bénin. Moi, on m'a envoyé faire les études, il n'a jamais quitté le Bénin. Il a juste un BTS. Il a eu un bac C, il a fait BTS ici à Pigé, il n'a pas bougé. Après son BTS, il est resté ici. Il n'a jamais fait un CV. Il n'a jamais fait un CV pour chercher emploi. Il a fait un job, il a commencé un job dans un restaurant qu'on appelait à l'époque, le restaurant était à Ganry, on appelait le restaurant Mic Mac. C'était le premier petit fast-food qui faisait des hamburgers à Cotonou, le premier. Et il jobait là, il était à la caisse. Il faisait la caisse, il jobait là. Beaucoup d'entre nous, de la jeunesse, je vais dire non, moi je vais aller travailler à la caisse alors que j'ai un master. Ah non, moi je suis technicien, hein, je ne vais pas rester à la caisse. Ah oui, puis quelqu'un va dire, je ne vais pas mourir pour quelqu'un. Hein. Moi je suis diplômé, je ne vais pas faire ça. Il est resté à la caisse là pour jobber. Il faisait ça, je crois, parfois les soirs et surtout le week-end. Mais vous savez ce que ça lui a apporté, ce petit job-là? Le fait qu'il soit quelqu'un de formé, il a été à l'école, formé, il avait des réactions que les autres n'avaient pas. Lui ne considérait pas ce job-là comme genre un travail et puis il est arrivé. Non. Il faisait ça pour s'occuper et puis bon, il courait dans ses petits jobs à côté et il faisait ça les week-ends et les soirs. Mais le fait qu'il ait été formé, il avait des réactions différentes des autres. Et il s'est fait ami à tous les cadres, à tous les décideurs qui venaient dans ce fast-food qui était un des premiers fast-food de Cotonou. Dont des décideurs, des dirigeants, des décideurs, des DG de sociétés d'État, des DG de sociétés privées. Et il s'est fait ami à beaucoup d'entre eux. Et un jour, il vient me voir, il me dit, mais Gatien, je pense à un truc. Je veux négocier et récupérer le mur de Akosombo. Le carrefour CFAO, le mur qui est à gauche là, le mur... Je dis, tu veux faire quoi avec le mur? Tu veux faire quoi avec le mur des gens? Tu es maçon? Tu veux faire quoi? Tu es peintre? Il dit non. Je veux négocier avec eux, je vais récupérer le mur et je vais vendre les espaces à des chefs d'entreprise qui ont des produits à vendre. Parce qu'il y avait beaucoup de Libanais qui venaient manger là et qui ramenaient des produits qu'ils distribuaient. Il a dit, bon, ok, va négocier. Il dit, il veut faire la même chose avec le parking de l'aéroport de Cotonou. À l'époque, il y avait un parking là, là c'est totalement modernisé. Il a fait la même chose. Donc, il a négocié avec ASECNA. Il a récupéré le parking de l'aéroport de Cotonou. Il a négocié au niveau j'ai oublié le nom, mais
enfin ceux qui gèrent l'énergie là, il a récupéré le mur de ce que nous appelons à Kosombo. Et donc ça, il a fait à 0 francs. Parce qu'il avait les DG là, venaient manger là. Et il a sympathisé avec eux. Et ça lui a coûté 2 pages de contrat. Il a vu un ami juriste à lui qui a fait un contrat. Et ils ont signé le contrat. Il n'a sorti aucun franc. Lui dit, il va reverser un pourcentage sur les espaces vendus. Bon. Et donc, ça c'est réglé. Il va négocier avec un soudeur. Il fait des supports métalliques. D'accord? Il fait des supports métalliques. Il dit au soudeur, le soudeur quand il fait ça à crédit, il va payer après quand il va lever les premiers éléments de communication. Donc, il a les supports métalliques qu'il va poser. Et il commence à vendre les espaces aux gens et il encaisse des millions. Il vendait ça à des millions. Et il reversait des pourcentages aux personnes avec qui il a signé le contrat. Et c'est comme ça qu'il est devenu millionnaire. Millionnaire, pour de vrai. Il engrangeait que des millions. Et dans le même réseau, il a négocié avec les Libanais et on lui confiait des produits, des quantités de produits. Et il faisait partie des premiers qui organisaient des foires à Cotonou. Il faisait partie des premières personnes qui faisaient des grandes foires avec des stands où il mettait les produits qu'on lui laissait en grand stock. Il vendait, il récupérait sa marge et il payait les personnes qui lui ont confié les stocks. Grâce en fait à un petit job de caissier, voilà le cheminement qu'il a pu prendre en faisant les affaires et en ouvrant une entreprise, en mettant en place une entreprise formelle. Son entreprise avait pour nous à l'époque Page Internationale, publicité et promotion à grande échelle. Il était dans la publicité. Donc le petit job que, je dis ça pourquoi? Je dis ça pour dire les petits jobs que les gens refusent de faire chez nous, qui sont des jobs transitoires, provisoires, ils refusent de faire ici. C'est ça qu'ils vont faire en Europe. C'est ça qu'ils vont faire en Europe. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un a dit, est-ce qu'il n'y a pas de concurrents? Est-ce qu'il n'y a pas eu des concurrents surmontés? Bien sûr. Quand vous venez sur un marché où il y a plus de 200 acteurs de boulangerie, nous sommes d'accord pour dire que même si j'ai pu défendre, j'ai pu expliquer que nous pouvons tenir, on ne peut nous comparer. On ne peut nous comparer qu'avec 3 personnes. Évidemment, on ne peut pas ignorer qu'il y a plus de 200 acteurs sur le marché. On ne peut pas l'ignorer. Et donc, toute la stratégie qui a été mise en place au départ nous a permis de surmonter ça dès l'entrée. On n'est pas venu ouvrir une boulangerie et mettre des gens devant et des paniers pour vendre. On n'était pas dans l'expectative de la vente. On n'était pas dans l'espérance de la vente. On avait déjà des clients confirmés, plus ou moins à hauteur de 40-50% avant de démarrer la production. Donc, c'était totalement différent. Et ça nous a permis de mieux positionner la boulangerie et avoir une meilleure pénétration du marché. Au niveau de la gestion des collaborateurs, évidemment, ça ne se passe pas toujours bien. Ça se passe bien avec certains et pas bien avec d'autres. La vie est faite comme ça. La vie est faite comme ça. Disons que le souci que nous avons au niveau des collaborateurs, parfois, c'est surtout les cas de vol. C'est surtout les cas de vol. Moi, je me rappelle que le directeur des opérations que j'avais à un moment donné s'est mis à sortir avec la vendeuse de ma boutique. Et les vendredis, il venait emprunter de l'argent dans ma caisse auprès de la vendeuse avec qui il sortait. Donc, il venait voir sa copine qui était la vendeuse recrutée différemment et il empruntait de l'argent auprès de sa copine. Mais la copine lui empruntait l'argent des recettes. Et les deux se retrouvaient le week-end pour aller manger moyo ou bien poisson braisé avec l'argent des recettes. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est la preuve que, bon, il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Donc, qu'est-ce que nous, on fait des contrôles, évidemment. On fait des contrôles par rapport aux recettes. Et donc, quand les contrôles arrivent lundi, on se rend compte que entre ce qui est sorti et ce qui est rentré, il y a des problèmes. Et eux, ils essaient de cacher ça. Et quand le contrôleur prend les cahiers pour faire ce qu'on appelle état de rapprochement, qu'est-ce qu'ils font? Parce que si on prend le cahier, on va tout voir. Parce que celui qui compte le pain a son cahier, celui qui produit le pain a son cahier, parce que celui qui compte, c'est lui qui envoie les quantités à la boutique, et celui qui produit a son cahier, il a 2 cahiers déjà. Et maintenant, il y a un 3e cahier au niveau de la boutique par rapport aux ventes. Donc, ça fait 3 cahiers où on peut faire 3 états de rapprochement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand on veut prendre le 3e cahier, qui est le cahier de la boutique, ils renversent de la colle dedans et toutes les pages se collent.
Donc quand tu veux ouvrir, les pages se déchirent. Ils vont dire, ils ne savent pas comment la colle est rentrée dans le cahier. Ils ne comprennent pas comment. Vous voyez les techniques de vol, non? Voilà, c'est ça. Donc, il y a les cas de vol que le chef d'entreprise doit gérer. Et c'est dans tous les compartiments. Vie de famille, bon, c'est vrai que moi, ça a été les 20 dernières années, j'ai travaillé comme un forcené. Les samedis et les dimanches n'existaient pas jusqu'à il y a 5 ans, 6 ans, dans mon calendrier. Hein. Samedi et dimanche, c'est comme lundi et mardi chez moi. Ça a été comme ça pendant 15 ans. Samedi et dimanche, je travaillais comme exactement lundi, mercredi, jeudi. Il n'y avait pas de différence. À part peut-être le créneau que je peux me trouver pour faire du sport. J'ai travaillé comme ça tout le temps. Au niveau vie-famille, je suis stabilisé depuis 6 ans. Au niveau vie-famille. 6 ans stabilisé avec mon premier bébé qui a vu le jour récemment. Donc tout va bien de ce côté depuis 6 ans. Voilà globalement ce que je peux dire. Mon statut d'étudiant français, est-ce que ça a impacté la carrière que j'ai eu à faire? Je dirais oui et non. Oui et non, mais avec 80% de non. Pourquoi? Parce que tout se décide chez celui qui veut vous recruter au cours de l'entretien. Quel que soit le CV que vous déposez, les diplômes que vous déposez, l'entretien est déterminant. Je vous ai dit, là où on m'a recruté, là, enfin, les 3 entreprises voulaient tous que je bosse pour eux. Ce n'est pas un hasard. Puis ça a été un process. Au niveau d'Orix, je n'étais pas seul. Il y avait d'autres personnes. Pourquoi ces autres n'ont pas été retenus et moi? Pourquoi quand j'ai fait l'entretien pour un poste de commercial simple qui devait démarrer entre 300 et 400, pourquoi le directeur commercial, qui lui-même est directeur commercial, me propose un poste de directeur commercial? Il doit avoir une raison. Je pense que ça, ce n'est pas seulement au niveau de l'impact de la provenance. Il doit avoir une raison que vous devez bien deviner. Quand je fais un entretien à British et qu'il y avait 14 personnes, 7 groupes, un groupe de 7 x 2, et qu'on voulait une personne et que je suis retenu, il doit avoir une raison aussi. Et souvent, quand la jeunesse va faire un entretien, il ne faut pas aller à l'entretien, il faut aller sans arrogance. Mais il ne faut jamais aller à un entretien comme pour dire, bon, il faut m'aider. Je cherche du travail, il faut m'aider. Non. Le chef d'entreprise n'est pas là pour vous aider. Il cherche un collaborateur qui va l'aider à atteindre ses objectifs. C'est ça. Donc, si vous venez en demandant qu'il vous aide, lui, il a besoin d'aide aussi. Il veut recruter parce qu'il a besoin d'aide. Je ne sais pas si vous comprenez. Il veut recruter parce qu'il a besoin d'aide. Il veut quelqu'un qui puisse venir le soutenir, appuyer la stratégie, être performant, l'aider à atteindre. Mais vous dites aider, bon, il ne sait plus qui a besoin d'aide que qui. Donc, il faut aller en apporteur de solutions à quelqu'un qui peut apporter des outils, apporter un plus pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Quand vous êtes dans cette posture-là et que vous vous renseignez un peu sur l'activité de l'entreprise, sur l'utilité que vous pouvez, sur votre utilité au sein de cette future entreprise, vous serez plus impactant dans l'entretien. Croyant ou pas, est-ce que Dieu est présent ou absent? Je dirais que Dieu est évidemment présent. Dieu est évidemment présent. Parce que quand vous avez la ténacité nécessaire, que vous affrontez des difficultés, Dieu est avec vous. Mais l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas dire à Dieu de faire votre travail à votre place. Voilà, il faut faire le vôtre. Dieu a dit portez ça au genou, il va porter ça sur la tête. Faites votre part, Dieu fera le reste. Merci, j'en ai fini.